Bonjour tout le monde, nous sommes de nouveau sur le groupe Défendre les enfants. On prépare les européennes et nous sommes donc le 2 juin 2024. Dans une semaine, on mettra le petit bulletin dans l'urne et je suis en présence en cet après-midi avec Frédéric Martin et avec Morgane Vincendet qui vont nous parler de certains dysfonctionnements. Je vais vous laisser la parole et vous présenter vos sujets. Donc je commence par Frédéric qu'on n'a pas vu souvent dans les lives. À toi l'honneur peut-être. Bonjour Luc, bonjour Morgane. Bonjour. Alors merci effectivement de cette invitation et puis merci de pouvoir nous donner la parole pour que nous puissions nous exprimer sur cette liste Défendre les enfants. Le sujet porte sur les dysfonctionnements et notamment sur les placements que l'on peut qualifier d'abusifs parfois et on va pouvoir y revenir puisque c'est quand même le sujet de ce live. Oui, merci beaucoup Frédéric, tout à fait, puisqu'on avait évoqué ensemble et au niveau de la liste et ce qu'on porte les dysfonctionnements, que ce soit judiciaire, ce que j'appelle les dysfonctionnements systémiques, puisqu'on parle des dysfonctionnements et judiciaires et des dysfonctionnements liés à l'aide sociale à l'enfance et également les conditions de placement qui sont dramatiques. Je vais donner quelques chiffres que j'ai déjà évoqués, mais j'aime bien rappeler les chiffres qui sont quand même conséquents, puisque aujourd'hui, nous avons 556 000 enfants mineurs qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, effectivement, on a des difficultés en termes de chiffres et ce chiffre que je vous communique a été relevé par Le Monde après une étude et une enquête. Plus de 300 000 enfants sont placés dans des foyers, dans des familles d'accueil et pour certains dans des hôtels par manque de place qui ont conduit à certains suicides, à nombreux suicides, puisque on a eu les informations de par les médias locaux, sachant que 57 enfants sur 100 sont agressés sexuellement durant leur placement. Donc, ce chiffre a été communiqué par une proposition de résolution de l'Assemblée nationale en mars 2024, où il y avait plusieurs témoignages d'enfants qui font froid dans le dos. J'ai pu voir une jeune fille de 16 ans disant qu'en famille d'accueil, on lui faisait ravaler son vomi. 70% de ces enfants qui sont placés deviennent malheureusement SDF, donc à la sortie du placement. Donc on détaillera tout ça. Et je voulais donner des chiffres en termes Europe, puisqu'on est en plein dans les élections européennes. Donc le chiffre concerne 27 États, puisqu'on est 27. 18 millions d'enfants sont victimes d'abus sexuels. 44 millions sont victimes de violences physiques et 55 millions sont victimes de violences psychologiques. Les cas les plus graves se produisent en institutions et dans les institutions donc religieuses. L'Union européenne a rappelé dernièrement, elle préconise officiellement des mesures et des réparations de préjudice pour toutes ces victimes. Et d'ailleurs, ça a mené, c'est ce qui a amené à l'enquête qui se fait actuellement, la commission d'enquête donc qui est portée par la députée Santiago. Et je vais en profiter, c'est à l'occasion de voir notre live. Et ça, je laisserai Frédéric rajouter des éléments tout à l'heure. Effectivement, il y a cette commission qui est aujourd'hui présente. On compte énormément sur cette commission pour qu'elle puisse relever certains dysfonctionnements et surtout relever des dysfonctionnements qui ont été relevés par le Conseil d'Europe. Et la France a été condamnée à plusieurs reprises. Il y a un point qu'on souhaitait relever avec Frédéric, on en a discuté et on compte faire un courrier. Il y a un comité de vigilance d'enfants placés et c'est très bien. Nous souhaiterions qu'il y ait un comité également de vigilance pour les parents. Il y a des conséquences, les enfants sont victimes avec des conséquences très très graves et les parents automatiquement finissent par devenir victimes de ce système puisque les conséquences sont aussi dramatiques en termes de psychologique pour les parents. Donc je veux bien que tu reprennes la suite Frédéric sur ce qu'on a vu ensemble. Merci. Alors, par rapport à ça, sur la notion de placement, je pense que c'est important quand même de rappeler les textes, de rappeler les fondamentaux. Nous avons un code civil, l'article 375 du code civil, qui nous dit qu'en cas de danger grave, important, donc, le juge pour enfants doit pouvoir intervenir lorsque la santé, la sécurité, la moralité d'un enfant, donc d'un mineur de moins de 18 ans, se trouve en danger. C'est-à-dire que les conditions de vie sont gravement compromises. Le texte prévoit qu'il y a un ensemble de mesures qui peuvent être prises par le juge pour enfants et dans cet ensemble de mesures, il est possible de travailler de manière alternative, c'est-à-dire par exemple d'envisager un placement dans la famille chez un tiers digne de confiance.
Et le texte prévoit que le placement, c'est la mesure ultime. Or, à l'heure actuelle, on voit qu'il y a un accroissement des mesures de placement pour des situations, on va dire dans 50% des cas, où on aurait pu travailler autrement, différemment. On aurait pu effectivement réfléchir à faire autrement. Mais on n'a pas fait autrement. Et je pense qu'il est important de prendre conscience que le placement, c'est une mesure qui est violente lorsque l'on va retirer un enfant de la famille, des bras de la maman, des bras du papa. J'ai envie de dire, c'est tout son avenir qui risque d'être chamboulé. Surtout que les mesures qui sont par nature temporaires, on le voit, ont tendance à durer dans le temps. Hein, normalement, elles sont temporaires, de courte durée. Le texte nous dit, et les textes fondamentaux, hein, que ce soit la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention européenne des droits de l'enfant ou même les textes du Code civil, normalement, le principe, c'est le maintien des liens familiaux. Or, en pratique, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une rupture des liens familiaux. Et la France a été rappelée à l'ordre sur ce sujet, sur plusieurs points, et on a eu notamment au début de l'année l'ONU qui a exhorté la France à prendre un certain nombre de mesures, notamment donc lorsqu'il y a des révélations d'abus sexuels ou des violences et des abus sexuels où on parle clairement d'inceste, à interpeller la France en disant voilà, réfléchissez à mieux intervenir ou à intervenir différemment et à tout le moins de ne pas placer systématiquement les enfants, c'est-à-dire de travailler différemment et de voir si on peut faire plus de prévention ou avant d'envisager ce placement, de voir si on peut alerter ou faire passer un message ou tout simplement rappeler à la loi les parents s'il y a des carences ou des défaillances plutôt que d'envisager un placement immédiat. Je pense que c'est important qu'il y ait une prise de conscience sur ce que représente un placement. Pourquoi? Parce que des placements, je le disais, tous les ans, c'est plus 3%, mais 3%, plus 3%, plus 3%, avec de l'autre côté des moyens qui sont structurels, des moyens humains qui sont défaillants ou carencés, on arrive à une protection de l'enfant qui ne protège pas suffisamment les enfants. Et ça, c'est important de le comprendre. Je voulais aussi mettre en exergue que la Cour des comptes s'est intéressée au sujet. Il y a un rapport public qui a été publié en 2020 et il nous dit quoi ce rapport public? Le rapport public nous dit attention, il y a un problème budgétaire. Les 3/4 des moyens sont concentrés sur les mesures de placement. Mais surtout, ce qui est prévention, finalement, c'est une partie infime. Donc, ça veut dire concrètement qu'on n'a pas suffisamment d'argent, mais on n'a pas aussi suffisamment d'argent pour pouvoir se positionner sur le terrain de la prévention. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, je pense que la réalité que nous vivons aujourd'hui est aussi en lien avec ce déficit de moyens au sens large. Voilà ce que je peux dire d'ores et déjà sur le sujet en amont. Oui, et d'où nos propositions, puisque tu l'évoques très bien sur les dysfonctionnements, et ça va au-delà des dysfonctionnements en termes de moyens, puisqu'il y a une répartition. Tu évoquais le fait qu'on est plus dans des placements que dans l'accompagnement, tout à fait, puisque j'ai pu récupérer des chiffres où quand j'ai fait le calcul sur les placements en famille et les placements en foyer, correspond à 70%. Donc, ce qui veut dire que dans le budget qui est quasiment à 9 milliards aujourd'hui, 70% est injecté, 70% est réparti sur le placement et moins de 10% sur l'accompagnement. Donc, ça pointe exactement les dysfonctionnements qu'on pointe et les propositions qu'on peut faire par rapport à cette problématique. Puisque constamment, on en revient. C'est important de prendre conscience déjà de la violence de la mesure, de ce que représente un placement et la souffrance que ça peut représenter pour les enfants, mais également pour les parents, puisque la Convention internationale des droits de l'enfant, quand même, c'est le droit pour un enfant de pouvoir grandir avec les siens, de pouvoir parvenir à un épanouissement affectif, social, familial. Et il est évident qu'une fois qu'on va avoir coupé le lien ou qu'on va avoir porté à l'essence même de ce lien, pour pouvoir le recréer, ça va être extrêmement difficile parce que la coupure est souvent brutale. Elle est accompagnée parfois de l'intervention des forces de l'ordre. Je pense à des cas concrets où ça s'est passé de manière violente et il n'y avait pas forcément besoin. Et du coup, ça crée vraiment un traumatisme pour les parents et un traumatisme pour les enfants. Voilà. Et personnellement, je trouve que c'est
placement, ça doit vraiment constituer la dernière des mesures envisageables. Donc, ce recours un peu trop facile à la mesure de placement, qui est encouragé par le cadre finalement budgétaire défaillant pour le service de la protection, pose problème. Il faut vraiment y réfléchir par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. D'où nos propositions, justement, de pouvoir mettre des contrôles, que ce soit des contrôles qui soient externes, non pas internes, mais externes, sur la répartition du budget existant, non pas Tout à fait. plus. De mieux répartir le budget, de donner peut-être les moyens nécessaires pour la prévention et l'accompagnement, pour faire ce que j'appelle moi de la pédagogie, de l'éducatif. Je pense par exemple au phénomène des bébés secoués. Il fut un temps où il y avait des petits spots à la télé sur ce qu'était un bébé secoué, sur les gestes que les parents ne devaient pas produire ou reproduire, en tout cas ne pas secouer un enfant lorsqu'ils sont énervés. J'en profite d'ailleurs pour le dire parce que ça peut avoir des conséquences gravissimes. Mais j'ai envie de vous dire, qui le sait de manière effective si l'information n'est pas passée? Alors, elle a été passée un temps, mais c'est important de pouvoir avoir cette communication auprès de ceux qui sont parents pour éviter des gestes qui soient finalement irréversibles et qui vont générer de vraies séquelles. Tout cela pour dire que l'information, l'accompagnement doit prendre tout son sens. Et là, justement, on voit qu'il y a un manque, il y a un blanc. Oui, mais au-delà de la formation, parce qu'il y a 2 points, la formation doit vraiment correspondre. On se retrouve dans des cas où effectivement, les personnes qui puissent témoigner se retrouvent face à des éducateurs qui prennent des places qui ne sont pas la leur. Des places, je dirais, de psychologues et parfois même de la justice. Et là, ça demande de pouvoir avoir un cadre. Pour qu'ils puissent avoir un cadre, le contrôle est important et un contrôle externe. Au-delà du contrôle externe, c'est des personnes qui doivent être accompagnées. Les éducateurs, pour certains, sont également en souffrance. Ils l'évoquent et nous avons même des témoignages d'éducateurs. Donc ça, c'est important qu'on puisse l'entendre. C'est qu'il y a des éducateurs qui alertent, mais leur position fait que leur témoignage ne peut pas être public. Donc dans cet accompagnement qu'il doit avoir, il y a une supervision qui est essentielle. Ils ont affaire à de l'humain, ils n'ont pas de supervision, ils n'ont pas de ce qu'on appelle d'analyse de la pratique. Ça, c'est des choses qui sont très importantes quand on a affaire à de l'humain pour garder l'objectivité, ne pas être dans la subjectivité et encore moins de prendre... Je pense qu'il faut effectivement un retour, une analyse des pratiques et surtout une évaluation de ces pratiques parce qu'il n'est pas concevable que les parents puissent se retrouver avec des rapports qui puissent contenir des faits qui ne sont pas toujours matériellement vérifiés. Ou qui laissent place à des interprétations subjectives parce que ça porte préjudice aux parents, ça peut porter préjudice tout simplement à la situation familiale. Et on voit que ces points sont parfois reconduits de rapport en rapport et vu que nous sommes dans le cadre d'une procédure gracieuse où les droits, tout ce qui est relatif à la mise en place de la décision, aux droits de la défense, au principe du contradictoire, sont difficiles à mettre en œuvre. Quand je dis cela, je pense par exemple au dépôt des rapports, justement, de ceux qui vont dresser ces rapports-là, qui sont souvent très tardifs, ce qui fait que les parents qui sont concernés ou les avocats de ces parents ne peuvent en prendre connaissance que de manière très tardive. Ça nuit vraiment à la bonne défense de ses parents. Je pense que c'est important déjà de pouvoir respecter les droits de la défense et de respecter le principe du contradictoire, afin que les parents puissent avoir un espace de dialogue et pouvoir s'exprimer sur ces rapports qui sont rédigés par ces personnes. Donc, chef de service normalement qui est censé valider le travail des éducateurs pour pointer du doigt les difficultés, le suivi de la mesure. C'est important d'avoir un retour qui soit objectif, qui soit pas orienté. C'est important de conserver effectivement un principe d'impartialité et de neutralité. Et là, je te rejoins complètement, Morgane, sur ce point. Il est important effectivement qu'il puisse y avoir une évaluation des pratiques, une notation, une cotation de ces pratiques et un retour, un débrief qui soit fait pour pouvoir valider des rapports qui soient de qualité, qui correspondent à la réalité. On ne peut pas concevoir un rapport qui va travestir la réalité ou qui va rapporter des faits faux et mensongers, excusez-moi de dire ça, qui vont porter préjudice aux principaux intéressés, c'est-à-dire à la fois à l'enfant, la qualité de la relation de l'enfant avec les parents et aux parents. Ça, c'est important. C'est important que ça puisse cesser, mais c'est aussi important d'en prendre conscience pour tous les acteurs, y compris pour le juge qui rend la décision, de ne pas faire confiance aveuglément à
à ceux qui représentent l'aide sociale à l'enfance. Parce que souvent, il nous arrive de pouvoir dire, bah, tiens, tel fait ou tel fait ne correspondent pas à la réalité, et on tombe un peu des nues. Et qu'est-ce que va nous dire le juge pour enfants en face, hein, qui va se trouver en proie et en face dans cette situation, va nous dire, bah, attendez, moi, si j'ai un rapport, si ce qui m'est dit à l'intérieur n'est pas vrai, comment je fais? Donc, d'où l'importance de la prise de conscience de l'établissement de son rapport, qu'un contrôle soit clairement instauré en amont, mais aussi après la rédaction, mais un retour des pratiques. Là-dessus, moi, je suis complètement d'accord, pour éviter ce type de situation. Parce que c'est très difficile après pour la partie concernée, père, mère, de pouvoir se défaire de ces imputations de faits qui ne sont pas matériellement exact. C'est compliqué parce qu'il faut aller chercher les preuves. Donc, s'il faut aller chercher un relevé téléphonique ou qu'il faut aller prouver qu'à tel endroit, ils ont bien répondu au téléphone, qu'ils ont bien coopéré, pour reprendre les termes, du coup, ça peut poser problème parce qu'il faut agir vite et on est toujours, en plus, avec un délai de convocation qui, dans le texte, est prévu à 8 jours, mais on le voit en pratique, c'est un délai excessivement qui est tenu de manière très, très difficile, et donc qui oblige les avocats à intervenir dans l'urgence, seulement dans l'urgence, pour pouvoir apporter la preuve d'un fait que l'on nous impute à tort. C'est très compliqué. Donc, il y a vraiment ces axes-là, aussi au niveau procédural à voir. Et puis, on est parfois confronté tout simplement à un non-respect également des décisions du juge pour enfants en pratique, et on voit des choses qui ressortent donc dans les rapports. Donc, moi, je dis halte là, il y a vraiment effectivement des contrôles à instituer pour que ça puisse se passer le mieux possible et qu'on puisse garantir tout simplement le respect des droits fondamentaux des parents, d'être entendus, d'avoir accès à leur dossier, d'être convoqués dans un délai raisonnable, de pouvoir être assisté d'un avocat. Déjà là, il y a beaucoup de choses à dire parce que en pratique, les convocations parfois sont démunies de l'information qui consiste à dire aux parents, vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. Donc, rien que ça, que les convocations soient conformes, ou vous recevez des lettres quand les parents veulent consulter leur dossier qui vous disent, attendez, vous avez le droit de consulter le dossier, mais alors, pas plus d'une heure, hein, de telle heure à telle heure. Normalement, le sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit à un procès équitable fait que la personne, justement, qui est concernée et à qui on va imputer un certain nombre de faits. Je pense donc aux parents dont les enfants sont placés, où on va leur faire un certain nombre de reproches, doit pouvoir se défendre. Et pour pouvoir se défendre, faut-il encore pouvoir accéder à l'intégralité du dossier. Mais il faut avoir les facilités nécessaires pour pouvoir accéder, parce que 1 heure pour consulter un dossier, en vous disant que vous n'avez même pas le droit de prendre copie du dossier, simplement de prendre des notes à partir du dossier, j'ai envie de dire, ça peut être compliqué si le dossier fait 3 tomes. Hein. Ça demande une compulsion très rapide, consultation très rapide du dossier par le parent concerné. Donc, vous imaginez bien là qu'il y a quand même aussi, là aussi, des choses à transformer, à réformer. Moi, je suis pour un accès intégral au dossier, pour que les droits des parents soient respectés en tant que partie. Voilà. Qu'on supprime, qu'on permette le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense, l'accès au dossier, convocation dans un délai raisonnable, des règles procédurales qui soient protectrices des parties, tout simplement, et protectrices, effectivement, des droits de l'enfant. Tout à fait. Et là, ça nous demande une réforme sur ce point justement qui est précis. Ah oui. Que tu as très bien évoqué, oui, sur cette difficulté de l'accès au dossier. Justement, cette difficulté de l'accès au dossier, et c'est là où on pointe les incohérences, et je vais aller jusqu'à dire l'injonction paradoxale de notre système, puisqu'on rentre vraiment dans une politique qui est d'injonction paradoxale. Il y a quelques années, on était dans une politique schizophrène. Là, on atteint une politique d'injonction paradoxale. Et c'est complètement incohérent à chaque fois. Lorsqu'on prend l'article, justement, 1187 du Code civil, qui dit que le parent, le client peut consulter, mais qui ne peut pas disposer. Or, l'aide sociale à l'enfance devient quelque part un parti parce qu'elle peut non seulement consulter, mais elle peut avoir les documents. Ce qui veut dire qu'une éducatrice peut avoir vos documents que vous ne pouvez pas avoir. Et en même temps, nous avons la Convention des droits de l'homme qui vous dit que l'article 6 parle du procès équitable. Donc, nous avons des lois qui sont constamment à la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, constamment. Donc, il faut vraiment pouvoir faire des réformes, des amendements, et des amendements qui emmènent à ce que dit la Convention des droits de l'homme européenne soit vraiment non seulement appliquée, mais qu'elle soit respectée.
C'est pour ça, Morgane, que je pense que c'est important de faire ce live pour rappeler, que la liste Défendre les enfants est justement pour la promotion des droits, le respect des principes fondamentaux de la procédure et notamment du droit à un procès équitable. Je pense que c'est très important de le rappeler dans le cadre de ce live, de comprendre quel est notre combat, de faire en sorte que les parties, quand je dis parties, c'est de façon à ne pas avoir de propos genrés, hommes, femmes, parents, puissent avoir une égalité de droit pour pouvoir faire valoir leurs explications, leur défense lorsqu'ils sont accusés par l'ASE, qu'ils puissent effectivement se défendre et apporter tout élément de preuve contraire si ce qui leur est reproché, est inexact et n'est pas matériellement vérifiable en quelques minutes, de laisser le temps suffisant à ces parties de pouvoir répliquer. Alors bien sûr que le fait d'être assisté d'un avocat, cela peut aider, mais en soi, la procédure présente quelques désagréments qu'il convient de réformer. L'accès au dossier doit être garanti. Au pénal, je rappelle qu'on a droit à l'accès intégral du dossier, et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé à maintes reprises, ça a toujours été en visant l'article 6, et je pense que l'article 6 est tout à fait transposable. Donc, bien évidemment, qu'il faudra faire des réformes en ce sens, que nous devons soutenir ces réformes-là pour promouvoir les droits, mais il appartient également à tous les acteurs, à tous les professionnels du droit de réfléchir autour de ce sujet. Comment voulez-vous que les parents puissent se défendre correctement si on ne leur donne pas les moyens déjà de consulter ce qui est écrit contre eux? Si on ne doit l'apprendre qu'à l'audience, c'est un petit peu dommageable. Déjà, le fait de n'avoir droit qu'à consulter un dossier de manière restreinte 1 heure du temps, je dirais 1 heure du temps qui a été choisi et qui est décidé par le juge, sous réserve de présenter sa pièce d'identité et d'avoir un badge, je trouve que c'est extrêmement contraignant. Voilà, c'est extrêmement contraignant et ça en dit long sur le regard que l'on peut porter sur la place des parents. C'est-à-dire que la place de ces parents, elle doit être respectée. Elle doit être mieux respectée. Voilà. C'est important de la faire respecter. Et souvent, on est confronté quand même en pratique aussi, on le voit dans les dossiers, à des décisions, notamment je pense aux examens médicaux, qui sont réalisés parfois sans informer ou consulter les parents. Il y a une absence d'information. Ça c'est. Il y a dû avoir une coupure sur son portable. Oui. Problème technique en direct. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Oui. On va attendre son retour. Est-ce que dans l'attente de son retour, est-ce qu'il y a une question que tu souhaites Pas vraiment, il y a beaucoup de réactions, mais moi je pensais à une question, c'est une question personnelle. Moi je l'écoutais, je trouvais que c'était assez intéressant en fin de compte parce que elle a l'air de dire que en fait les textes de loi sont déjà là, mais ils sont pas appliqués, comme par exemple l'accès au dossier. Et est-ce que justement, vu l'avancée technologique qu'on a, est-ce qu'on pourrait pas permettre d'avoir accès au dossier par l'intermédiaire d'un site internet, par exemple? C'est ça que j'aurais bien aimé lui poser comme question. Non, elle disait que l'accès au dossier est possible. La difficulté, c'est pas l'accès au dossier. L'accès au dossier est possible en prenant rendez-vous au tribunal. Simplement, 1 heure n'est pas, ça fait pas beaucoup pour pouvoir consulter son dossier. La problématique, elle va au-delà. C'est que la consultation de dossier, elle se fait au préalable d'une audience. C'est très, très court. Or, que dit la CEDH? La CEDH, elle va parler du procès équitable, qui est l'article 6, et l'article 1187 du Code civil, il pose souci puisque le parent ou le citoyen, puisque ce n'est pas uniquement lié aux problématiques du placement. Ce cas se produit dans d'autres configurations et dans d'autres audiences. C'est qu'ils puissent avoir accès, plus que consulter le dossier, c'est qu'ils puissent avoir le dossier. Tout ce qui relève de la vie privée de la personne, puisque ça la concerne. En termes médicaux, la loi, elle a changé. En termes médicaux, aujourd'hui, toute personne peut demander l'accès à son dossier. Il faudrait que ce soit la même chose en termes de justice. Lorsqu'il s'agit de vous et de votre dossier, c'est un droit. Simplement, ce qui met en difficulté, c'est qu'en face, vous pouvez rencontrer des institutions qui ont connaissance de ça. Automatiquement,
Là, ça change la donne. Or, s'il y a cette possibilité, non seulement puisque l'accès est possible, hein, mais d'avoir une copie, que les gens puissent avoir copie de leur dossier, ça éviterait cette instrumentalisation, ça éviterait que des rapports arrivent à 2 jours avant l'audience, ou même l'avocat ne peut pas consulter son propre dossier 2 jours avant l'audience puisqu'il a d'autres clients. Donc, ça met les personnes en difficulté, ça met les parents en difficulté et ça met la personne qui est concernée en difficulté de pouvoir avoir accès à un procès équitable tel que le dit la CEDH. Donc, oui, c'est ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que en accès sur un site internet, ça pourrait permettre d'étudier le dossier plus longtemps qu'une simple heure décidée par un juge, quoi. En fin de compte, non, on aurait plus de temps. Ah, d'accord. Non, quand on dit qu'il est possible que le client, que la personne consulte le dossier, le consulte sur place. Donner l'accès, ça veut dire donner la possibilité d'avoir des copies. Une copie numérique. Oui, mais si vous avez accès sur un lien, par exemple sur Internet, ça veut dire que vous avez le document. Il y a possibilité d'avoir une copie du document. Là, on n'est plus dans le fait de le consulter. Ça veut dire que la personne peut prendre une copie. Or, la problématique, c'est que le parent n'a pas le droit à une copie. Et là, on est dans un procès inéquitable. Ouais. Puisqu'ils peuvent consulter, mais ne pas disposer. Quand ils vont au tribunal, ils ne sont pas seuls. Ils ont un greffier qui est présent. Ils peuvent consulter ou au tribunal ou au cabinet de leur avocat. Mais pour ça, il faut que leur avocat soit à une distance qui soit respectable, puisque beaucoup de gens prennent des avocats qui sont dans d'autres régions. Donc, il faut que l'avocat puisse être accessible. Donc, il y a 2 possibilités de consulter le dossier. Il ne peut pas être dématérialisé, puisque à partir de là, du moment que c'est dématérialisé, on ne consulte plus, on peut récupérer un dossier. D'accord. Alors, j'ai une question, mais alors je ne saurais pas répondre parce que celle qui a les compétences n'arrive pas à se reconnecter. On aimerait bien que Frédéric revienne. La question, c'est comment contrer l'abus de délégation du pouvoir du juge aux services sociaux? Est-ce que tu as une opinion là-dessus, Morgane? Comment contrer? Contrer l'abus de délégation du pouvoir du juge aux services sociaux. En quelque sorte, c'est le juge qui décide et qui donne du pouvoir aux services sociaux de manière un peu excessive, apparemment. En fait, ça va être la vision. C'est ce que va voir le citoyen de l'extérieur. Mais les services sociaux, quand ils vont intervenir, l'aide sociale à l'enfance, quand elle intervient, il y a le conseil départemental. Ensuite, chaque région va fonctionner de manière complètement différente. Il y a des régions, c'est conseil départemental, il y a des régions, c'est vraiment d'autres, la métropole ou autre. Eux font des rapports, alors est-ce que réellement, pour employer ce terme, quelque part, c'est comme s'ils étaient mandatés par la juge, puisque lorsqu'il y a un placement, l'enfant est confié. On va prendre le cas où, lors d'un placement, l'enfant est confié à un conseil départemental. Ce conseil départemental va faire appel à différentes associations qui peuvent porter différents noms, où là, vous retrouvez des éducateurs, vous retrouvez l'aide sociale à l'enfance, qui, eux, sont censés travailler et accompagner le parent pour le lien, puisque le placement, que dit la loi? Le placement dit que la loi dit que le placement ne doit pas perdurer. En fin de compte, c'est que le placement, quand il a lieu parce qu'il y a un danger. C'est dans ce sens-là où le placement, il a lieu. Et le placement n'est pas fait pour être perduré. Simplement, la problématique, c'est que c'est le cas inverse. C'est que le placement, pourquoi il perdure, et c'est là où on arrive à ce qu'on peut appeler des placements inversés, c'est lorsqu'un enfant est placé, vous avez une enquête qui se fait après. Donc, ça inverse les rôles. S'il y a une enquête qui doit être faite, l'enquête est faite au préalable. Et la problématique et la question à se poser, c'est est-ce que l'aide sociale à l'enfance est véritablement à sa place pour porter une évaluation ou porter une enquête? Puisque leur rôle est l'accompagnement. Leur rôle, il est vraiment, comme ils le définissent, l'aide sociale à l'enfance. Et au départ, leur fonction, elle est de pouvoir accompagner pour maintenir au maximum le lien. On est dans la problématique inverse, c'est plus l'inverse qui se produit aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si on répondra en l'absence de Frédéric, mais on va essayer. Pourquoi l'ASE quitte toujours les audiences après la partie parent? Ça, je pense que c'est propre. C'est des histoires peut-être
personnel. Oui, il y a rien de juridique là-dedans, hein. C'est vraiment pas juridique. À la rigueur, le parent, ou du moins les personnes qui sont conviées peuvent rester et attendre qu'ils partent avant. Parce qu'effectivement, ça peut donner cette impression, qu'il y a un échange. Donc, mais il y a rien de juridique. C'est que, voilà, la personne peut décider d'attendre et de sortir la dernière de l'audience. C'est pas juridique, mais ça peut donner cette impression que les choses sont, voilà, ça peut mettre des doutes, effectivement. Je suis un peu embêté. Attends, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait posé deux questions, mais que c'était pas vraiment dans le thème de l'émission. Demandait si la liste était pour la garde alternée de manière automatique. Ça, je me souviens. Qu'est-ce que ça veut dire automatique? On appuie sur un bouton et on fait les choses. On peut pas dire, on est dans un cadre, les décisions, elles se font de manière juridique. C'est dans ce sens-là qu'elles se font. Et lorsqu'on parle de résidence alternée, et la loi elle le dit, la résidence alternée, puisque ça a été dit au niveau du Conseil de l'Europe, c'est la première des gardes à favoriser. Alors après, vous avez différents courants. Quand on dit que c'est la première des gardes à favoriser, lors d'une séparation lambda, lorsqu'on parle de conflit, effectivement, si les gens se séparent, c'est parce qu'ils ont un conflit. Lorsqu'ils se séparent, c'est censé apaiser ce conflit et la plupart du temps, il ne devrait même plus exister puisque certains parents ne sont pas en contact ou le sont d'une manière, je dirais, dématérialisée, puisqu'aujourd'hui, en 2024, c'est possible. Donc oui, c'est une des gardes qui est préconisée dans le cas de figure où, bien entendu, il n'y a pas de violence qui rentre en considération. Et ça va me permettre, justement, c'est très bien cette question, Luc, de pouvoir évoquer, puisqu'il y a l'amalgame, il y a vraiment un amalgame qui se fait entre la violence et le conflit. Voilà, c'est des choses qui reviennent constamment où souvent les gens vont parler en disant on m'a dit qu'il y avait un conflit. Ça va permettre de pouvoir préciser ce qu'on appelle un conflit. Un conflit s'opère dans un rapport d'égalité. Donc c'est un désaccord, c'est des points de vue qui s'opposent. Lorsqu'on parle de violence, ce sont des situations de violence, c'est un rapport de domination, de contrôle de l'auteur sur la victime et qui relève d'une emprise. Donc, pour répondre à la question sur la résidence alternée, il faut que le cas de violence ne soit pas avéré, que ce ne soit pas quelque chose, puisqu'on porte aussi le droit de l'enfant et que notamment notre priorité, c'est la défense des enfants de toute maltraitance, qu'elle soit institutionnelle ou familiale. Alors, je vois que Frédéric est en train de revenir. On va essayer de revenir là où on était avant qu'il y ait cette coupure. On espère. On attend un petit peu. En fait, on était en train de parler de l'accès au dossier pour les parents quand il y a un enfant placé et le fait qu'on n'avait pas la possibilité, enfin qu'on n'a pas suffisamment de temps parce que c'est le juge qui décide qu'on peut consulter le dossier qu'une heure avant l'audience. Et donc, ça ne donne pas vraiment la possibilité de se défendre quand. Non, Luc, je rétablis, c'est important. Le juge ne décide pas que vous pouvez consulter le dossier 1 heure avant ou 2 heures avant. De plus, de ce qu'on a pu remarquer, c'est au bon vouloir des tribunaux et c'est en fonction de la méthode ou de l'organisation de chacun. Et là, ça va demander qu'il y ait une organisation qui soit commune parce que ça pose problématique. On va le voir. Il y a des régions qui vont fonctionner d'une manière, il y a des régions qui vont fonctionner d'une autre. Vous avez des régions où quand un enfant est placé, il y a des régions où, pour le coup, les éducateurs qui interviennent sont dans un travail d'accompagnement, de rétablissement du lien et ouvrent très facilement des visites libres. Vous avez d'autres régions où on est alerté par différents témoins, hein, puisque moi, j'ai des milliers de personnes qui m'alertent depuis quasiment 1 an sur problématiques et sur le fait de les couper, et qu'au lieu de favoriser le lien, c'est l'inverse qui se passe. Donc, ça demande vraiment qu'il y ait quelque chose d'uniforme. Pour pouvoir consulter son dossier, vous avez des personnes qui vont passer physiquement et prendre un rendez-vous. Vous avez la possibilité de faire un mail, demander un rendez-vous. Certains tribunaux permettent que ce soit 1 heure, d'autres permettent 2 heures, d'autres permettent 3 heures. Donc, il est impératif qu'à ce niveau-là, il y ait une organisation qui soit commune, mais au-delà de cette organisation qui soit commune, il y a une réforme à mener de façon à ce que chaque individu ait accès à son dossier, non pas simplement de le consulter, mais de l'avoir
Puisque le dossier médical aujourd'hui, il y a cette possibilité et la loi a évolué. Elle doit évaluer dans cette matière. En plus du fait qu'elle puisse évoluer, ça préserve pas mal d'acteurs et ça évite de l'instrumentalisation sur certaines choses. Puisque un rapport qui arrive 2 jours avant l'audience, ça met tout le monde en difficulté. Ça met une juge en difficulté. Ça met le parent en difficulté. Ça met les avocats en difficulté. Et ça met l'enfant, parce que la finalité, c'est l'enfant qui subit les conséquences de tous ces dysfonctionnements. Donc, c'est vraiment une réforme à faire pour qu'il y ait un lien entre les lois internes et les lois internationales qui, eux, doivent primer par rapport aux lois internes et changeantes. Alors, on a une remarque de Narfi qui dit « Je pense qu'à la base, oui, la garde alternée est systématique quand tout est normal. » Alors, vu que les chiffres en France, on a la garde alternée dans seulement 11,5% des cas, bah, en fin de compte, non, c'est plutôt la garde classique qui se met en place. Et la garde classique, c'est 2 week-ends pour le papa et puis le restant pour la maman et puis la moitié des vacances. Et on est en retard dans les pays d'Europe et c'est bien là une des raisons pour lesquelles il y a une liste qui s'est formée pour les européennes parce que dans un des pays du Nord, on est à 40% de garde alternée. Parce que là, on arrive, pour répondre à cette question, il arrive que de nombreuses juridictions en matière du droit de la famille, et on le voit notamment en première instance, un juge unique va décider de l'avenir des enfants après une séparation des parents ou autre. Et il expose des familles, effectivement, à des décisions qui sont peu arbitraires, puisqu'on retrouve, on évoquait tout à l'heure que le principe du respect du contradictoire n'est pas appliqué. Et il y a autre chose qui va répondre justement à cette question qui est soulevée, puisque c'est exactement ce qu'on évoque quand on parle des dysfonctionnements judiciaires, c'est la lenteur. La lenteur, c'est quand vous avez une séparation de couple, puisque aujourd'hui, un couple sur 3 se sépare. Donc, c'est là où notre liste a d'autant plus d'importance au niveau des droits, puisqu'on va être confronté de plus en plus à des séparations qu'il va falloir gérer et dont la justice manque de moyens pour pouvoir la gérer. Les parents n'ont pas accès au tribunal tout de suite. Le temps, justement, que les audiences puissent se faire, le temps que les procédures puissent se faire, c'est ce qui va mener, dans certains cas, à l'exclusion de l'enfant. Pour moi, le parent est exclu, mais quelque part, c'est l'enfant qui est exclu, puisque du moment qu'il y a cette exclusion, l'enfant est exclu d'un ou des deux parents. Cette lenteur va aller contre cette possibilité, justement, de la résidence alternée, qui se fait très facilement dans des pays du Nord et dans certains pays. Et pourquoi elle se fait plus facilement? Parce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent aussi chez nous, mais qui sont pas mis en pratique. Ils ne le sont pas, puisqu'il y a de la médiation qui existe, et pour autant, elle n'est pas utilisée. Je prends l'exemple d'un des pays où, dès la séparation, il y a le JAF, donc le juge aux affaires familiales, qui convoque les parents séparés à plusieurs audiences où un planning est mis en place et les parents sont convoqués de manière à les responsabiliser dans leur rôle. Et l'enfant sort du contexte parce que s'il y a un besoin d'un suivi psychologique ou autre, l'enfant est pris en charge. Et là, on limite toute possibilité d'instrumentalisation ou de manipulation. Donc, c'est vraiment par rapport au dysfonctionnement et manque de moyens et qu'on a un manque préventif qui est considérable. Il faut vraiment travailler sur de la prévention. On a vu Frédéric apparaître tout à l'heure, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. On ne sait pas comment continuer. Parler un petit peu de l'actualité de la liste. On va remercier surtout, mais je ne vois pas trop de questions en fait. Je vois des réactions. Il y a beaucoup on a des chiffres, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? J'avais vu quelque chose sur l'article 675 et qui avait été évoqué tout à l'heure. Donc, justement, je voulais revenir par rapport à cet article parce que quand on parle de l'article 375, qu'on voit beaucoup dans les ordonnances liées aux mesures éducatives ou qui conduisent au placement, puisque dans cet article, il est dit que par rapport à l'enfant, le danger est considéré en termes de moralité, en termes de sécurité. Donc, et on peut le voir aujourd'hui, j'ai dit que j'allais évoquer les conditions des placements et c'est important d'évoquer les conditions. Les conditions des placements sont dramatiques puisqu'aujourd'hui, quand un enfant est placé,
c'est que tout ce qui va être demandé, ce que dit l'article 375, qui peut être reproché aux parents, il devrait être reproché au foyer et aux services sociaux, puisque l'enfant devient en danger quand il est placé. Il n'a plus accès à ses soins, il n'a plus de vie sociale. Pour certains, ils ne vont plus à l'école. Des témoins nous ont rapporté que les enfants ne sont plus sur leur carte vitale. Donc, c'est à expliquer et demander pourquoi. Nous avons eu des témoignages d'éducateurs qui nous ont communiqué des médicaments qui sont pris par des enfants et qui ne sont pas adaptés, dont il n'y a aucune demande médicale ou un besoin. Donc, ce fameux article 375 n'est pas respecté dans les conditions du placement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'évoquer et qu'à ce niveau-là, il y a aussi des réformes à pouvoir porter pour réguler et demander que les placements qui n'ont pas lieu d'être soient levés. C'est impératif. Alors, je vais lire l'article 371 du Code civil. L'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Alors, on voit revenir Frédéric. Est-ce que maintenant on a le son, on a l'image, on va te rendre la parole? Oui, je suis désolée, ça a coupé brutalement, donc du coup je me suis retrouvée déconnectée. Voilà. Donc on parlait de la consultation des dossiers et du temps restreint qu'on avait pour réagir. Oui, est-ce que tu peux reprendre Oui, tout à fait. Alors, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que les convocations qui sont adressées aux parents, et si le parent souhaite pouvoir consulter le dossier, ce qui est son droit le plus strict, hein, c'est prévu légalement par l'article 1187 du nouveau code de procédure civile. La difficulté, c'est que souvent, en pratique, donc on va leur donner ce droit, mais on va limiter ce droit. Et je vois dans un dossier, par exemple, là, on a limité ce droit à 1 heure. Sauf que la difficulté, si le dossier est épineux et dure depuis plusieurs années, comme c'est le cas dans le dossier dont je m'occupe, ce qui se passe, c'est que la personne est invitée simplement, elle ne peut pas prendre de photocopie du dossier, donc pas de photocopie des rapports qui souvent sont adressés très tardivement et ne permettent pas, donc le délai n'étant pas raisonnable, ne permettent pas donc de pouvoir préparer une défense suffisante. Mais le fait de ne pouvoir prendre que des notes, de ne pas avoir de photocopie, effectivement, ça va retarder la consultation du dossier. Vous vous doutez bien qu'en 1 heure, on peut pas faire grand-chose. Donc, 1 heure de consultation pour une personne, une partie qui est concernée, père ou mère qui est concernée par le dossier, c'est effectivement très peu. Donc, je trouve qu'on pose des contraintes qui sont excessives par rapport aux droits fondamentaux des parents qui ont le droit, normalement, de pouvoir préparer l'audience et d'être informés de ce qu'il y a marqué dans les rapports qui sont établis par l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a quand même le droit de savoir, en tant que parent, pourquoi on est accusé, par exemple, de ne pas coopérer avec le service, pourquoi on est accusé de ne pas avoir répondu au téléphone, vous voyez, des petites choses comme ça, mais qui sont importantes parce que du coup, ça montre un certain positionnement. Lorsque les services demandent, par exemple, le renouvellement d'une mesure, en étayant sur un certain nombre de motifs, si la personne concernée n'a pas accès suffisamment tôt ou ne peut pas tout lire, c'est compliqué pour elle de faire valoir ses droits. Voilà. Sachant que nous, en tant qu'avocats, on peut prendre consultation du dossier, mais on n'a bien sûr pas le droit, si on en demande une copie, de la transmettre à notre client. Alors bien sûr qu'il y a l'intérêt supérieur de l'enfant et le risque de danger pour l'enfant qui est allégué. D'ailleurs, c'est marqué dans l'article, dans le texte de l'article 1187, mais on n'est pas non plus dans 100% des cas comme ça. Donc, on a quand même un fonctionnement qui est vraiment très réducteur par rapport aux droits des parents. Donc là, pour moi, il y a une réforme à faire pour qu'on puisse, que le parent concerné, notamment celui qui est accusé, mais je veux dire le parent tout court, la partie tout court, ait le droit de pouvoir avoir une consultation beaucoup plus élargie, mais aussi puisse avoir un accès intégral à son dossier pour préparer sa défense, pour préparer ses observations, les critiques éventuelles, ou tout simplement pour apporter des preuves à ce qui est
indiqué. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'à l'audience, on voit qu'il y a une très grande crédibilité qui est accordée à ces rapports de l'ASE, sauf que, et comme le disait Morgane tout à l'heure, ils sont faits par des personnes et par des services où il y a des manques de moyens, il y a des manques de formation et il n'y a pas suffisamment d'évaluation des pratiques. Et tout ça, ça me semble devoir être pris en considération. Il faut que ça change, il faut que les choses puissent changer. Et c'est le sens, effectivement, de notre combat dans cette liste. Et c'est ce sur quoi je voulais aussi insister, mais pas que, bien évidemment. Oui, et on le disait tout à l'heure, parce que j'évoquais à Luc qui m'a posé la question sur la consultation des dossiers. Je lui disais que c'est une pratique. La pratique se faisait aussi selon les tribunaux, puisqu'il y a des parents qui ont le droit à 2 heures et d'autres à 1 heure. Donc, effectivement, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme. Je voulais rebondir sur justement le résultat et les rapports, et puis vraiment l'importance de faire des réformes par rapport à la protection de l'enfance et au dispositif, puisque aujourd'hui, dans les placements, on se retrouve énormément avec des placements. J'expliquais tout à l'heure la différence entre la violence et le conflit, des placements issus de violences intrafamiliales. Et la problématique, elle est que l'aide sociale à l'enfance n'est pas formée et que quand l'aide sociale à l'enfance intervient, c'est parce que la justice, par son dysfonctionnement, par son manque de moyens, n'a pas pu intervenir, puisqu'aujourd'hui, on sait que 75% des plaintes sont classées sans suite. Donc, en termes de moyens, la justice a besoin de moyens financiers, d'autant plus considérables. Et au-delà des moyens financiers, c'est vraiment de travailler avec des cellules externes, avec le préfet, puisqu'il y a des choses qui peuvent concrètement se faire, et pouvoir absorber toute cette partie qui n'a pas à se retrouver au niveau de l'aide sociale à l'enfance, puisque se retrouvent des enfants placés qui sont victimes de violences intrafamiliales. Donc, ça rentre dans un circuit qui est très pervers, parce que là où ça demande un accompagnement qui est très important, ça emmène à une rupture et ça emmène à des conséquences psychologiques qui sont très graves, puisque ça emmène à des traumatismes qui, certains, seront irréversibles. J'ai pu discuter avec des éducateurs qui n'ont fait que me confirmer ce que je dis depuis un moment, et on est nombreux professionnels à le dire. Un enfant qui a été victime d'abus et qui n'est pas pris en considération va reproduire. Et d'ailleurs, nous avons, je veux dire, on ne l'invente pas, puisque quand j'évoque les chiffres de 57 enfants qui sont violés dans les foyers, ils sont violés par d'autres enfants et par des éducateurs. Et l'éducateur m'expliquait qu'il a vu de ses propres yeux des enfants arriver en foyer et que c'était des enfants qui étaient victimes de viol. Les enfants qui sont victimes de viol ne sont pas pris en charge. Le placement n'est pas la réponse à la prise en charge d'un enfant qui est violé. Ce n'est pas la réponse, puisque qu'est-ce qui se passe après? Et les éducateurs ont pu témoigner, c'est que cet enfant qui, lui, a été victime d'abus sexuels, à son tour, il va être l'agresseur d'un enfant vulnérable. L'enfant vulnérable qui reste dans des conditions dramatiques va être à son tour l'agresseur. Donc, il y a vraiment une problématique là qui est à soulever, qu'il faut mettre en évidence et répondre. Oui, il y a des enfants qui doivent être pris en charge, qui sont victimes de violences familiales, mais ils ne sont pas victimes des 2 parents. Quand il y a des violences intrafamiliales, la justice doit vraiment se positionner et accompagner et ne pas laisser aussi bien des parents vivre un trauma qui est dramatique. Là, je te remercie, Morgane, de parler de ce sujet là aussi, parce que je pense que c'est important de pouvoir là aussi dire que la liste défend les enfants défend ce sujet. Il s'agit du statut du parent protecteur, c'est-à-dire le parent protecteur qui vient dénoncer le comportement de l'autre parent qui aurait commis des faits d'abus sexuels ou de violence. Et in fine, le parent protecteur se voit avoir moins de droits que le parent, finalement, qui serait l'auteur présumé des faits. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déni qui s'organise autour de ça, qui a été souligné là d'ailleurs dans le livre du juge Durand. On a quand même une commission civile, un juge Durand qui s'est positionné là-dessus. Je rappelle que le juge Durand est juge pour enfants. Il a formulé, il y a 82 recommandations qui sont sorties de la CIVI. Je pense quand même qu'il faudrait aussi qu'elles soient mises en application. Moi, ce que je demande, c'est l'application de ces recommandations qui sont intéressantes, mais aussi au-delà, pour ce qui concerne le parent protecteur, c'est-à-dire le parent qui dénonce les faits d'abus sexuels, qu'il ne se voit pas privé de ses droits fondamentaux. Alors pour ça, ça demande quoi? Ça demande de la formation, ça demande aussi une prise de conscience, ça demande
une réforme de ce que peut représenter l'inceste et sa place dans le code pénal, peut-être une imprescriptibilité de l'action publique sur ce sujet, parce que les victimes d'inceste, on le sait, elles vont mettre très très longtemps à pouvoir parler. C'est plus que des années, c'est parfois des décennies, et on se rend compte que ce silence, il est imposé, c'est-à-dire qu'en fait, on décourage les victimes de parler. Finalement, quand on voit le résultat, on se dit mais quel est l'intérêt de parler? On peut quand même se poser la question. Alors qu'au départ, on vient dire à ces victimes, vous avez raison de parler, et in fine, on a un effet inverse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des placements inversés et des placements ou un retrait des droits du parent protecteur. Donc là, ça demande une prise de conscience, ça demande des mesures fortes en matière d'abus sexuels et d'inceste, ça demande de lutter contre la pédocriminalité, ça demande effectivement de mieux se positionner. Alors comment peut-on mieux se positionner? Déjà, je pense en regardant les recommandations qui ont été faites par la Civis, en travaillant autour de ça, en les mettant en application, parce que moi, quand je regarde la Civis et les 82 recommandations, je les trouve pas ahurissantes. Moi, je suis en parfait accord, par exemple, avec l'imprescriptibilité de l'action publique, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est très particulier, on touche à la famille et que souvent les enfants qui sont victimes, ils comprennent que leur parole va entraîner des conséquences, peut-être un éclatement de la famille, et donc du coup c'est très compliqué de parler. C'est encore plus compliqué de parler si on en est dissuadé et surtout si on voit qu'il y a un des parents qui va être victime et qui va perdre ses droits. Donc tout ça c'est très très important. C'est très très important. C'est très très important effectivement de pouvoir prendre conscience qu'il y a en ce domaine-là une lenteur qui est imposée par l'état psychique, par le traumatisme qu'il induit, et qu'il faut laisser le temps à ces victimes de viols et d'agressions sexuelles dans le domaine familial de pouvoir révéler les faits, de pouvoir agir. Mais ça passe pas que par ça, ça passe aussi par d'étendre la formation des magistrats sur les violences sexuelles, sur mineurs. Tous les magistrats spécialisés siègent compris en cohérence avec la doctrine nationale. Ça demande aussi que les victimes soient informées de la libération de leur agresseur, de permettre par exemple à la partie civile de faire appel sur les décisions pénales sur l'action publique. Ça demande de prévoir le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse contre son enfant, parce qu'on a une loi Santiago, mais en pratique, on peine quand même à l'appliquer. De veiller à l'égalité des armes, au respect de l'interdiction des confrontations à l'audience sur ce sujet. Voyez, il y a tout un ensemble de choses que l'on peut faire sur ce domaine-là, de mieux définir et d'étendre la liste des auteurs d'inceste, pas simplement que les parents, mais aussi les branches un petit peu plus éloignées sur la notion du viol incestueux. C'est peut-être de créer une loi sur une infraction spécifique qui réprimerait tout ce qui est de l'ordre de l'incestualité. Donc, voyez, il y a plusieurs choses que l'on pourrait mettre en pratique, plusieurs propositions de réforme où on peut effectivement agir, et c'est important effectivement de pouvoir réfléchir autour de ça. Tout à fait. Et comme tu dis, chaque État est le garant du bon fonctionnement de sa justice et il doit veiller et remédier aux dysfonctionnements sous peine de voir sa propre responsabilité mise en cause en cas de déni, comme le rappelle le Conseil de l'Europe. Tout à fait. Dans ce domaine-là, en plus, il faut quand même rappeler que l'État, tout ce qui concerne, j'ai envie de dire, les mesures de placement, les États, normalement, se doivent de tout mettre en œuvre, c'est-à-dire de décliner une politique qui doit concilier déjà les buts de priorité de politique pénale. Donc, par exemple, dans ces dossiers, ce qui peut poser aussi problème, ce qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on va clairement évoquer dans le cadre de ce live, c'est aussi les victimes de violences conjugales. Alors, victimes de violences conjugales, hommes ou femmes, là aussi, je ne fais pas de distinction genrée. La difficulté, c'est quand on a un parent qui est victime de violences conjugales, alors il est victime au départ, et finalement, in fine, on va lui dire, attends, tu es victime d'une tentative d'étranglement, victime de coups, de blessures, donc qui peuvent être plus ou moins graves, et in fine, on vient lui dire, mais attends, tu coopères pas suffisamment avec celui qui t'a agressé. Mais qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour l'aider à coopérer? C'est quand même le point d'interrogation. Parce que là aussi, il se trouve qu'en pratique, ce que j'ai pu constater, c'est que certaines victimes de violences conjugales graves, in fine, se sont vues privées de leurs enfants. Leurs enfants ont été placés et on leur a reproché le syndrome de l'aliénation parentale. Alors que ce syndrome-là d'aliénation parentale, proprement dit, cliniquement, il n'est plus répertorié en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas ce mot-là, cliniquement,
l'OMS l'a invalidé. Et pourtant, dans les rapports, il est marqué syndrome de l'aliénation parentale. Alors qu'en matière de violence conjugale, depuis 2019, ça a été très clairement dit, avec les Grenelles sur les violences conjugales notamment, on a clairement dit qu'à partir du moment où il y a des violences conjugales, on ne peut pas alléguer du tout ce syndrome d'aliénation parentale et qu'on doit au contraire prendre un nouvel éclairage et une nouvelle mesure. C'est pas du tout ce qui est fait, au contraire. Donc là, il faudrait quand même prendre conscience du statut, c'est-à-dire soit on protège les victimes de violences conjugales, mais on les protège jusqu'au bout. Parce que si on a des victimes de violences conjugales, imaginons une tentative de meurtre ou un étranglement, on se doute bien quand même que le parent qui aura subi ça, il aura du mal à communiquer avec son agresseur. Ça paraît un petit peu logique. Mais manifestement, ça n'est pas suffisamment et on voit que là, on peine à concilier ces buts de protection. Protection de l'enfance d'un côté et protection de la victime de violences conjugales. J'ai vu des dossiers où il y a des ordonnances de protection qui sont octroyées au conjoint qui est victime, qui sont même encore effectifs. Et malgré ça, on a des décisions en matière d'assistance éducative. On a retiré l'enfant aux parents victimes parce que finalement, on lui reprochait de ne pas pouvoir coopérer ou pas avoir un discours qui était un discours qui était selon les dires de l'assistant de l'ASE, qui était disqualifiant pour l'autre parent. Alors après, il faut voir aussi, est-ce que le mineur a assisté à ces scènes de violence? Est-ce que le mineur a pu être impacté à un préjudice psychologique qui lui est propre s'il a vu ces scènes de violence, qu'il a vu par exemple le père ou la mère, peu importe, là aussi je ne fais pas de distinction genrée, porter des coups sur l'autre parent. Donc là, il y a vraiment, là aussi, pour moi, à mon sens, une responsabilité de l'État qui doit concilier ces buts de priorité, ces buts de priorité de politique pénale et civile en matière de défense des intérêts et de protection à la personne, c'est-à-dire de ne pas se dire finalement, c'est un au détriment de l'autre. On doit pouvoir tout concilier. Et si on affiche une protection des femmes victimes de violences conjugales ou des femmes ou des hommes victimes de violences conjugales, je veux dire, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'a pas après à finalement dire que l'on va prendre l'enfant, retirer l'enfant ou le placer. Là aussi, pour moi, cela relève du domaine de l'accompagnement, de la pédagogie. Je pense que l'accompagnement pourrait suffire. Suffirait peut-être de proposer une médiation familiale, de réunir tout le monde, de permettre à celui qui s'est senti qui a vécu cette situation, après coup, de se dire de renouer un dialogue entre les parties pour pouvoir remettre au goût du jour un exercice, j'ai envie de dire, conjoint de l'autorité parentale, de permettre à chacun d'avoir et de pouvoir voir son enfant. Mais il est évident que s'il y a eu un dysfonctionnement aussi grave que ça, des violences conjugales ou des abus sexuels, on voit bien en pratique que l'on peine à protéger le parent protecteur et à protéger la victime de violences conjugales et que, in fine, l'enfant trinque et c'est lui qui va être placé et on va qualifier cette situation même, je veux dire c'est transversal parce que c'est dans tous les dossiers, c'est le même lexique grammatical et le même lexique avec les mêmes termes qui sont utilisés. On vous parle de conflit parental à toutes les sauces. Mais attention, un conflit parental, c'est quoi un conflit parental? Un conflit parental, c'est quand les gens sont à égalité et qu'ils se disputent. Des violences conjugales, on n'est plus dans le conflit parental, on est dans la phase du délit. Ça veut dire qu'on met, entre guillemets, sous cloche un parent par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va porter des coups, on va diminuer l'autre parent, on va porter atteinte à son intégrité. Donc, on voit bien qu'on n'est plus dans un rapport d'égalité. Donc, venir réduire les violences conjugales à un conflit parental pour, hypothétiquement, en déduire un conflit de loyauté, on va dire que c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est très tiré par les cheveux. Mais ça, ces motifs-là servent à prolonger des mesures de placement. Et en cela, pour moi, il y a un abus de langage. Et pour moi, à partir de là, je considère que nous sommes dans des placements abusifs, puisque un placement, il est justifié dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si on accompagne les parents dans ce type de situation, ou qu'on les accompagne mieux en les épaulant à retisser du lien, on pourrait éviter ces placements. C'est pas ce qu'on fait. On ne met pas en œuvre des mesures positives pour renouer le lien. Donc pour moi, là, il y a vraiment une difficulté. Et c'est important d'en parler parce que la liste Défendre les enfants défend aussi les victimes de violences conjugales et défend
je vais dire, parle aussi de la notion d'inceste et des abus sexuels. On m'a posé la question, je le dis haut et fort pour tous ceux qui nous écoutent, nous en parlons, bien sûr que nous en parlons. Il y a des sous-groupes qui ont été créés. Je leur ai dit haut et fort parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'on est venu me dire justement que nous n'en parlions pas. Ça fait partie des sujets effectivement qui sont sur la table et pour lesquels nous proposons des réformes. Bien sûr. Surtout que tout est, on le réalise, hein, que tout est lié et que ces dysfonctionnements vont, eux, emmener cette aversion. Parce que je lis un petit peu les commentaires et effectivement, les gens parlent beaucoup d'inversion et on doit être en capacité de pouvoir proposer des propositions et des réformes qui puissent rétablir. Puisque toutes ces décisions qui sont inversées sont faites au dysfonctionnement. J'entends un petit peu quand je parle des réformes politiques et j'ai entendu quelque chose du ministre Attal que quelque part, je remercie sa phrase, non pas sa réforme et ce qu'il est capable de dire, mais dans sa phrase, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que confirmer ce que nous sommes en train de porter et de montrer le danger. Il y a quelques jours, il souhaitait mettre en place une réforme où pour les enfants délinquants, donc délinquant, je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà, son interprétation ou sa définition de l'enfant délinquant, serait conduit, du moins que la sanction serait un placement. Et là, ça pose problématique. Non seulement ça pose problématique, mais il ne fait que, quelque part, confirmer ce qu'on porte et puis ce qu'on défend, puisque on a un ministre qui nous dit le placement est une sanction. Donc, il ne fait que confirmer ce qu'on porte quand nous évoquons les conditions des placements qui sont dramatiques, la souffrance, les traumatismes et les conséquences qui sont énormes. Il faudrait que faire un live pour vous raconter toutes les conséquences dramatiques et qui sont portées psychologiquement sur l'enfant et sur les familles, parce que le lien avec la famille, c'est qu'automatiquement les conséquences que le parent va vivre, puisque c'est évoqué, j'entends souvent qu'il est reproché aux parents d'avoir telle ou telle attitude. Mais le parent est exclu de son enfant et l'enfant est exclu du parent. Donc moi, j'ai une question à poser, c'est ils s'attendent à quoi? Quels résultats ils s'attendent? Donc automatiquement, la souffrance que va vivre aussi le parent aura une répercussion puisqu'il est en rupture de lien complet avec l'enfant. Et l'exclusion, elle est vis-à-vis de l'enfant puisque l'enfant est exclu du parent. Donc l'exclusion, elle se traduit par les placements, par les séparations, qu'elles soient conflictuelles, non conflictuelles. De plus, ce terme conflictuel, justement, c'est de mettre des dispositifs en place et des réformes pour absorber ce terme, puisque tu l'as bien dit, et je te remercie parce que tu as confirmé ce que j'ai dit au préalable en évoquant si bien le conflit que la violence familiale, mais je vois dans pas mal de dossiers, il y a des parents à qui on leur parle de conflit, ils n'ont aucun contact. Aucun. Il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de contact. Voilà. Donc, notamment parce que de facto, on leur interdit le contact, donc il ne peut plus y en avoir. Dans une ordonnance de protection, quand on fait interdiction, par exemple, au père ou à la mère de prendre contact avec son conjoint, les parties vont appliquer finalement la décision qui était prise par le juge. Et cette décision est prise par le juge aux affaires familiales. Donc de facto, quand on retrouve, il n'y a plus de contact entre eux. Là aussi, comment parler de conflit lorsqu'il n'y a plus de contact? Donc on a une extrapolation finalement du terme conflit parental que l'on met un petit peu à toutes les sauces. C'est pour ça que je disais attention, vigilance sur l'interprétation qui est faite de la situation par les services sociaux. Je ne dis pas qu'ils font toujours du mauvais travail. Je dis simplement qu'il y a des dysfonctionnements dans un certain nombre de cas qu'il convient de pallier et qu'il convient de voir et d'en prendre conscience pour améliorer le système parce qu'il y a des dysfonctionnements et ces dysfonctionnements sont réels. Oui, et je rajouterais que ces dysfonctionnements sont systémiques puisqu'on les pointe aussi bien sur l'accompagnement, sur l'aide sociale à l'enfance et en termes juridiques. Donc, ils sont systémiques, donc l'importance de les pointer parce que c'est ces dysfonctionnements qui emmènent des décisions qui sont arbitraires et qui emmènent à la subjectivité et non pas l'objectivité. On ne demande pas aux gens la neutralité, puisque la neutralité, quelque part, elle n'est pas possible. Dans toute situation, quand on parle de neutralité, on sera touché par une situation. Ça n'empêche pas de prendre une décision qui soit juste, une décision qui soit applicable, qui soit en lien par rapport à l'enfant et qui respecte toutes les lois et les droits. Et on se retrouve beaucoup avec des décisions qui sont plutôt subjectives et non objectives. Tout à fait. Alors, c'est important là-dessus sur la motivation.
de rappeler que le Code de procédure civile encadre la motivation donc des jugements qui sont rendus, mais surtout que ces jugements et la motivation qui va asseoir, qui va permettre soit le placement, le renouvellement du placement, la motivation doit être assise sur des faits objectifs qui sont matériellement vérifiables et qui, de surcroît, doivent être réels. Et souvent, effectivement, on a une motivation qui peut être empreinte d'une certaine subjectivité. Mais cette subjectivité, elle est tirée d'où? Elle est tirée des rapports qui sont remis aux juges par les services de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc, moi, ce que je cherche à émettre, c'est déjà la prise de conscience que le document que je reçois peut être empreint d'un certain nombre d'inexactitudes. Comment je fais pour pouvoir contrôler ces inexactitudes? Déjà, peut-être de changer le cadre procédural afin de permettre aux parents d'avoir le temps suffisant pour préparer sa défense et de pouvoir apporter la preuve du contraire, ou en tout cas d'avoir une discussion qui soit respectueuse des principes fondamentaux de la procédure civile, dans le respect du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. C'est-à-dire qu'on permette à l'avocat déjà de faire son travail, qu'on permette aux parties de consulter leur dossier et d'apporter des éléments de preuve. Voilà, que tout ça soit effectué dans un délai raisonnable. Parce que quand vous intervenez dans l'urgence, notamment, je pense en matière de placement pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'est arrivé de recevoir la convocation 2 jours avant l'audience. Le parent me dit, voilà, j'ai reçu la convocation. Ça fait court, sachant que vous pouvez consulter le dossier jusqu'à la veille de l'audience. Si votre client se situe à 300 km du cabinet, ça peut être compliqué. Ça peut être vraiment très, très compliqué pour la consultation. D'autre part, il y a ce qui est communiqué ou pas communiqué. Donc, il y a les éléments non communiqués, le non-verbal, et puis il y a le verbal, c'est-à-dire le rapport, ce qui a été couché sur le rapport. Il m'est arrivé de me trouver avec des rapports et des formulations très larges, très élargies, avec des suspicions. On est dans la suspicion, on est dans la crainte ou dans la peur. Alors, il nous appartient à nous d'épauler le client et de démontrer que ces craintes, ces doutes ne sont pas légitimes. Mais vous imaginez bien qu'en 48 heures, c'est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par mesure de précaution, le juge aura tendance à placer, à dire je vais prendre une mesure judiciaire d'investigation éducative, c'est-à-dire une mesure qui va lui permettre d'investiguer pour voir si oui ou non il y a danger. Et en attendant, il est amené à se positionner. Et dans ce cas-là, auquel je pense, a été placé un enfant de 3 mois. J'ai supplié le juge en disant au juge, attention, la mesure de placement, elle est dangereuse pour un enfant de 3 mois. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que comme moi, le magistrat concerné, le juge pour enfants, n'est pas psychiatre. Il n'est pas pédopsychiatre. Or, on sait, il y a des études qui ont été faites en termes de psychiatrie, on sait qu'il y a un risque que, au niveau du cerveau, il y ait un impact sur un enfant, c'est-à-dire que ça peut laisser des séquelles parce qu'il y a un dérèglement qui va se faire, parce que l'enfant qui sort, qui a été porté quand même 9 mois par la mère, il est câblé avec la mère. Et une rupture brutale du lien, ça peut être très dangereux, ça permet, et d'ailleurs c'est reconnu dans les statistiques, notamment dans le rapport des comptes, ça a été clairement évoqué, il y a un risque de développer des maladies psychiatriques de manière beaucoup plus élevée chez les enfants qui sont placés, et encore plus sur des enfants, des nourrissons, qui auraient 2 ou 3 mois seulement. Donc on imagine le risque, parce qu'il y a l'odeur de la maman, il y a le corporel, le toucher, il y a également le visuel. Là aussi, moi, j'ai interpellé les services sociaux en leur disant, mais écoutez, placez la maman avec l'enfant si vous envisagez un placement. Je demandais un placement dans une unité mère-enfant. Que m'a-t-on dit? On m'a dit, il n'y a pas de place avant 6 mois. J'ai récupéré la maman à la petite cuillère. 30 messages la nuit, j'ai eu de la part de la maman qui était en extrême souffrance. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. J'ai fait ce que j'ai pu pour la soutenir. Mais j'ai trouvé que là, en termes d'accompagnement, une fois que l'enfant est placé, il ne se passe plus rien. Le service était injoignable. La personne de l'ASE qui s'occupait du placement de l'enfant et qui devait normalement proposer un calendrier de visite est partie pendant 15 jours sans se faire remplacer. Aucun calendrier de visite n'a été proposé pendant 1 mois à la mère. Et on forçait la mère, par contre, à signer un contrat de placement qu'elle ne voulait pas signer parce que elle proposait une mesure alternative, c'est-à-dire de placement chez sa mère, c'est-à-dire chez la grand-mère maternelle. Des situations comme ça, elles sont pour moi révoltantes parce que en termes de placement, proposition qui peut être faite, c'est tout simplement de prévoir une audience pluridisciplinaire.
peut-être avec la présence d'un psychiatre qui serait de permanence au centre hospitalier, d'un pédopsychiatre, de quelqu'un qui pourrait avoir une analyse médicale sur le danger et les risques d'un tel placement, parce que danger, il y a dans ce cas-là. Et ça me fait mal de voir, on se sent relativement impuissant, parce qu'une fois que la mesure est partie, oh bien sûr, dans les 15 jours, la maman, elle pouvait interjeter appel, mais ça va être audiencé dans combien de mois? Dans combien de mois? Dans 10 mois? Donc, je me dis, là aussi, le temps de la procédure n'est pas le temps de l'urgence. Et l'urgence, je suis pas sûre qu'on ait perçu où était réellement le danger dans ce cas-là. La maman, elle venait simplement d'avoir une rupture avec son conjoint. Elle a mal vécu la situation parce qu'elle venait d'accoucher, ce qu'on peut comprendre humainement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle a un coup de déprime. Et ce coup de déprime fait que tout de suite, on va s'inquiéter. Et au lieu de la relancer, de lui proposer un accompagnement, d'aller voir un psychologue, non, on décide un placement. On sollicite le parquet, on prend une OPP, pam, et après, on fait valider par le juge. Voilà. Moi, je pense que là, ce qui manquait, c'était l'avis d'un psychiatre, hein, et peut-être qu'un regard pluridisciplinaire serait opportun lorsque l'on a à traiter de cas aussi délicats dans les premiers jours, dans les premières heures et dans les premiers mois de l'enfance. Parce que placer un enfant de 3 mois, ce n'est pas placer un enfant de 5 ans, ce n'est pas placer un enfant de 10 ans. Donc là, je pense qu'il y a une urgence à vraiment œuvrer pour mettre en place ce type de réforme. Voilà. Et j'espère vraiment qu'au-delà de notre liste, nous pourrions être entendus sur ce sujet, parce que là, il y a vraiment un vrai sujet, une vraie problématique. Et ne serait-ce aussi que sur le regard que l'on porte sur ces parents qui sont désenfantés, hein, qui sont un peu laissés pour compte. Il faut qu'ils se gèrent par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'assurent une prise en main ou une reprise en main. Alors déjà, si vous n'allez pas bien, vous avez un coup de déprime. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas les ressources familiales nécessaires, je me dis que c'est le risque aussi peut-être de voir des suicides. Donc, c'est excessivement dangereux. La mesure qui doit être prise par le juge pour enfants, hein, c'est le sens de la jurisprudence, elle doit toujours être temporaire et proportionnée. Ce sont les critères de la jurisprudence. Voilà. Un placement qui dure, déjà 6 mois, c'est beaucoup. Pour un enfant de 3 mois, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Voilà. On nous dit, bah oui, les choses vont être faites en urgence, on va vérifier, on ne sait pas, la grand-mère, peut-être qu'il y a des cafards chez la grand-mère, oui. Voilà, peut-être qu'il y a des cafards. Donc moi, je dis halte là et soyons raisonnables. Privilégions les liens familiaux et voyons quand on peut travailler autrement que par déplacement avec la famille. Bon sang, quand il y a une mère, qui a une grand-mère, qui a déjà élevé 2 enfants, qui a donné ses preuves, est-ce qu'on peut pas placer cet enfant chez la grand-mère sans attendre 6 mois? Sans attendre de faire une MJE qui dure des plombs parce qu'on n'a pas les moyens, que tout le monde est parti en vacances ou qu'on ne répond pas, on répond plus au téléphone. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise il y a urgence, mais s'il y a urgence, il y a urgence vraiment. Il y a pas urgence, parce qu'une fois qu'on a placé l'enfant, on a l'impression que l'urgence, elle a disparu. Voilà. Donc, moi, je m'interroge. Voilà. Je suis un peu en colère parce que je le dis, ça m'a beaucoup touchée cette situation de voir cette maman qui tendait la main. Elle a tendu la main à la PMI, elle a tendu la main en disant aidez-moi. C'est elle qui a signalé qu'elle ne se sentait pas bien et finalement, elle se retrouve avec une mesure de placement alors qu'elle était à l'origine de la demande d'aide. Où est placé l'accompagnement? Où est passée la prévention? Vous voyez bien qu'il y a un problème. On place directement l'enfant et on le place en plus en nous disant que c'est pour 6 mois. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça, personnellement, je me dis, mais c'est pas possible. Alors que on sait qu'il y a un toit qui est possible. On sait que la maman, depuis, elle travaille. Alors, à savoir quand même aussi, c'est que les mesures, normalement, les ordonnances qui sont rendues par le juge pour enfants, elles peuvent être rétractées. C'est l'article 375-6 du Code civil qui nous dit qu'elles sont rétractables à tout moment. Alors, on essaye effectivement de proposer et de dire, attention, là, vous avez commis une erreur d'analyse. Mais souvent, c'est compliqué d'obtenir une rétractation. Ça ne va pas de soi. Et on va nous dire, exercez les voies de recours. Vous avez un droit de recours de 15 jours. Oui, sauf que c'est pas jugé dans 15 jours. Ça sera jugé dans plusieurs mois. Donc, ça peut être extrêmement traumatisant. Moi, j'interpelle vraiment sur le traumatisme que cela représente. Et je pense qu'on ne connaît pas tout sur le mode de fonctionnement du cerveau à l'heure actuelle. Mais il y a des études qui ont été faites sur ce sujet-là. Et moi, je demande à ces professionnels-là de prendre connaissance de ces études et de s'entourer d'avis. Et là, sur cette prise de décision aussi grave pour la vie d'un enfant, aussi grave pour les parents, père, mère, il faut que cette prise de décision, elle soit collégiale, qu'elle soit pluridisciplinaire. Ce qui est du médical relève du médical. Un juge n'est pas médecin, il est juge. Le juge n'est pas psychiatre. L'avocat non plus, d'ailleurs. Et l'ASE non plus. Donc, laissons aux professionnels qui ont la compétence professionnelle leur compétence professionnelle. Et laissons juger ou laissons-leur donner leur propre avis.
Hein, parce que quand on vient avoir des adjectifs qualificatifs pour qualifier une mère parce qu'elle a un coup de déprime, eh bien que ma foi, peut-être que elle ne serait pas en capacité de s'en occuper, qu'elle pourrait avoir un trouble mental. Je pense que ce genre de qualificatif ou ce genre d'appréciation d'ordre médical relève d'un psychiatre ou d'un psychologue et qu'en aucun cas, ni un avocat, ni un juge, ni l'ASE ne peut porter une appréciation de cet ordre-là. Parce qu'ils manquent eux-mêmes d'accompagnement. Dans l'exemple que tu viens de citer, qui démontre vraiment le dysfonctionnement majeur, qu'est-ce qu'on entend dans cet exemple qui est récurrent, hein? C'est que le placement est une finalité. Et c'est là où c'est dramatique. Alors qu'il est contraire à tout ce que peut dire la loi, il est contraire en termes d'humanité. L'aide sociale à l'enfance a besoin non seulement d'une réforme, mais d'un accompagnement qui est considérable. Je vois pas comment on peut accompagner quelqu'un quand on se fait pas accompagner soi-même. Ça pose cette difficulté. Mais c'est le sens du rapport de la Cour des comptes. Hein. Moi, je n'invente pas la Lune. C'est la Cour des comptes des magistrats qui l'ont écrit dans un rapport public officiel qui a été publié en nous disant que l'ASE devait changer sa politique. Il y avait une réforme à conduire pour être efficace et pertinente. Aujourd'hui, la protection de l'enfance, dans sa mise en œuvre, dans ses moyens, elle n'est plus pertinente. Mais c'est pas simplement qu'en termes de moyens. C'est aussi en termes de volonté politique à l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut promouvoir? Si on veut protéger les enfants, je pense que l'intérêt de ces enfants, comme la Convention internationale des droits de l'enfant le dit, c'est de maintenir les liens familiaux. C'est pas de les retirer à vie de leur sphère familiale, c'est de faire en sorte qu'ils puissent revenir le plus rapidement possible et pas d'être extraits de manière prolongée. Elle pose problématique, cette coupure. Et on pourrait, ça demanderait un autre débat. Mais pour rappel, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Union européenne, non seulement elle le préconise, mais elle demande la reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est ce qui est tout bonnement appelé de la maltraitance institutionnelle. Donc, effectivement, et il y a de plus en plus d'études qui se mettent en place. Il y a des expertises qui se font pour pouvoir démontrer cette maltraitance institutionnelle. Et ça fait partie aussi de nos objectifs de pouvoir les porter à l'Europe, puisqu'il y a une maltraitance institutionnelle qui existe, qui est là, et qui est palpable, et plus que palpable, puisqu'elle a été démontrable. J'ai envie de te dire, Morgane, respectons les textes européens et internationaux. Respectons la Convention internationale des droits de l'enfant. Relisons les textes, tout simplement. S'il y a le moindre doute, parce que les choses sont très bien écrites. Le Code civil est très bien écrit. Le Code de l'action sociale et des familles est très bien écrit. On a tout ce qu'il faut. Mais c'est un problème d'application. C'est un problème d'organisation et de gestion de la prise en charge du mineur. C'est ça la difficulté. Tout à fait. Et c'est là. La difficulté pour le faire appliquer, reviendrait à la question que j'ai en commentaire. Est-ce qu'une action au tribunal administratif contre l'ASE et le département peut aboutir, ou est-ce que notre démarche politique va servir à quelque chose pour faire modifier les pratiques? Alors, il se trouve que moi-même, j'ai tenté un référé liberté fondamentale pour dénoncer les conditions indignes de placement d'un enfant qui était violé au sein de la structure et qui a fait l'objet de violences physiques qui ont été dénoncées. Et donc, j'ai fait valoir la liberté fondamentale du droit pour une personne de pouvoir évoluer et vivre dans un environnement qui préserve sa santé. J'ai fait valoir cette liberté fondamentale. Le tribunal administratif répond, et depuis mai 2023, a établi une jurisprudence en disant, voilà, tout cela ressort de la compétence normalement du juge judiciaire et pas de la compétence du tribunal administratif, ce qui est dommage, j'ai envie de dire, puisque le juge confie au département l'enfant et le département, notamment sous la signature du président du conseil départemental, va organiser les modalités de prise en charge en définissant notamment l'établissement où l'enfant va être placé. Et cet établissement, normalement, est sous la responsabilité du département. Mais le tribunal administratif, c'est monté jusqu'au tribunal des conflits d'ailleurs, hein, il y a une décision de mai 2023, dit que cela relève de la compétence du juge judiciaire. Et moi, je vais te répondre, puisque Frédéric t'a répondu en termes juridiques, je vais te répondre sur la partie justement des européennes, où la question se pose, réellement, quelle action nous pouvons avoir? Je vais pouvoir répondre à cette question, puisque notre préoccupation majeure, c'est que nous portons aux élections européennes qui se doit de vérifier et de contrôler avec le rappel
de principe de primauté du droit supranational qui se doit d'être appliqué sur l'ensemble du territoire français. Et là, ce qui veut dire que impose la loi internationale qui est changeante aux lois internes, ce qui permet de respecter les droits et les libertés de chacun, préserver notre système judiciaire des influences, puisqu'on a des influences et des enjeux politiques, puisque c'est des choses qui reviennent constamment. Et en étant en capacité d'avoir des élus qui sont dans cette capacité de pouvoir le faire sans influence et sans enjeu. Ça permet que même en termes de justice, que la justice soit préservée justement et qu'on puisse être dans ce qu'on appelle la séparation de pouvoir puisqu'elle existe, elle est simplement bafouée. Donc, nos démarches et notre préoccupation, non seulement elle permet que les lois soient appliquées, mais de pouvoir préserver justement cette justice qui, pour elle, cette séparation de pouvoir est compliquée, alors qu'elle existe. Tout à fait. Pouvoir. D'assurer l'indépendance, tout simplement, de la mission de juger et de la justice dans son principe. Oui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de, voilà, qu'on conclue par ce terme qui est très fort. Est-ce que, Luc, tu as des questions à nous donner ? Oui, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses et ça a fait réagir. On a parlé de la Civise et d'Édouard Durand. Et puis, je sais qu'au sein même de la liste, il y a un débat sur le sujet. Et je reprends une remarque de Philou qui dit que dans la charte de défendre les enfants, il est marqué « Je reconnais l'existence de l'exclusion parentale qui débouche dans ses formes les plus graves à l'aliénation parentale ou emprise exercée par l'un des parents. » Alors, comment est-ce que vous réagissez à ça ? Alors moi, par rapport à ça, je suis très claire et très ferme. Je l'ai redit parce que c'est une question qui m'a été posée personnellement. Je suis contre le recours à l'aliénation parentale parce que c'est quelque chose qui n'est plus cliniquement répertorié. C'est-à-dire, ça a été invalidé par le Conseil de l'Europe et invalidé par l'OMS. Je dirais que il y a un double sens. Je pense véritablement que ce qui est derrière, c'est de promouvoir l'égalité parentale, c'est-à-dire de faire en sorte que père et mère aient les mêmes droits et puissent avoir le même regard et la même qualité dans la relation avec l'enfant. C'est surtout ça, finalement, le sens du programme, mais en aucun cas de défendre le SAP. Le SAP, effectivement, c'était quelque chose, il y a eu des abus de langage, un recours excessif à cette notion pour justifier qu'un parent, finalement, il était disqualifié, et je pensais aux parents protecteurs, je pense à des cas précis où, comme je l'ai dit tout à l'heure, parents protecteurs ou parents qui étaient victimes de violences conjugales, dans les rapports, on retrouvait cette notion d'aliénation parentale que l'on imputait aux parents protecteurs ou que l'on imputait à tort, aux parents qui dénonçaient aux parents qui étaient victimes de violences conjugales ou qui dénonçaient des abus sexuels, d'inceste ou autres, pour essayer de le disqualifier. C'est-à-dire qu'on recourait à cette théorie-là pour dire voilà, ce parent-là, il est aliénant. Bien évidemment qu'un parent qui est victime de violences conjugales, un parent qui dénonce des abus sexuels, il n'est pas aliénant. Il joue son rôle de parent. Le premier rôle du parent, quand il entend la parole d'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui va venir lui dire je suis victime de faits de viol, on m'a léché la minette ou on m'a sucé le zizi, évidemment que là quand même il faut s'interpeller tout de suite, il faut interpeller tout de suite. Pourquoi il faut interpeller tout de suite? Parce que ça ne fait pas partie du langage de l'enfant. Donc, c'est absolument anormal. Donc, tout de suite, normalement, c'est l'alerte rouge qui doit être donnée. Et on voit en pratique qu'on est relativement sceptique. On va introduire un doute en disant, voilà, ce parent-là qui a dénoncé, il l'a fait pour récupérer la garde de l'enfant. Laissons les enquêteurs faire, il y a des professionnels pour ça qui sont formés, il y a des process, procédure Mélanie qui est mise en place dans les commissariats et dans les gendarmeries qui enquêtent sur ce sujet-là. Je trouve que de recourir à la notion d'aliénation parentale lorsqu'on allègue des faits aussi graves, il faut quand même se poser la question pourquoi et laisser au parquet la charge de faire son enquête
jusqu'au bout et de laisser aux parents protecteurs la charge de faire valoir les droits de l'enfant, mais également ses droits en tant que parent protecteur et de ne pas le disqualifier, de le mettre sur le banc, de l'exclure, entre guillemets, parce que là, on peut parler d'exclusion parentale. À partir du moment où on cherche à protéger un enfant et qu'on se trouve exclu, il y a quand même un problème. Je veux dire, quand les choses sont inversées, qu'on en vient à faire des placements inversés, qu'on va finalement placer les enfants chez le parent qui est accusé d'avoir agressé et que les enfants ont fait un certain nombre de révélations, mais des révélations qui sont gênantes, dérangeantes, et que, ma foi, on va mettre le mouchoir dessus et on veut plus les voir, ça pose problème. Qui est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on protège les enfants victimes? Est-ce qu'on protège les parents protecteurs ou est-ce qu'on protège les parents agresseurs? Voilà, point d'interrogation. Donc pour moi, ce syndrome d'aliénation parentale, il ne doit pas être employé à des fins, il ne doit pas être dévoyé, surtout qu'il est invalidé par l'Organisation mondiale de la santé et que le Conseil de l'Europe a dit dans une directive très précise qui a été adressée à tous les pays européens, qu'il ne fallait plus utiliser ce terme qui était très ambivalent et qui pouvait être sujet à une forte, qui pouvait être sujet à caution. Voilà. Donc, moi, c'est ma position et je trouve effectivement qu'il faut être extrêmement prudent sur ce sujet parce que le terme d'aliénation parentale, là aussi, c'est quand même, ça demande une évaluation psychiatrique, ça demande vraiment, c'est aux professionnels qu'on doit confier ça. C'est pas, c'est pas n'importe qui ne peut pas parler d'aliénation parentale. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu une autre réaction, et c'était à un autre moment du débat où on parlait de donner plus de moyens à la justice et aux services sociaux. Et il y avait une question que je trouvais assez pertinente, comment faire pour ne pas faire perdre un certain équilibre sur les décisions par rapport à l'enfant aux familles? Parce que est-ce qu'on n'aurait pas aussi donné des moyens aux familles, c'est justement cet accompagnement pour ne pas couper les liens, justement? Parce que si on risque de créer des déséquilibres, si on s'intéresse plus à l'un qu'à l'autre, à toutes les personnes qui, normalement, sont là pour protéger les enfants. Je vais faire en termes d'égalité, tu parles, Luc, c'est-à-dire, moi, je suis pas contre l'égalité parentale, loin s'en faut, au contraire. Je trouve que les parents, à partir du moment où on n'a pas des sujets d'abus sexuels ou de violences conjugales qui viennent impacter tout cela, ou des violences qui ont été commises sur l'enfant, pour moi, les parents, ils ont une égalité de droit. Enfin, ça me paraît évident. Et je pense qu'il faut, au contraire, mieux les accompagner. Et lorsqu'il y a ces mesures d'assistance éducative, peut-être que le terrain associatif pourrait jouer un relais pour mieux les accompagner. Je pense là, à l'heure actuelle, il y a pas mal de collectifs qui se sont développés justement pour accompagner les parents qui sont dans cette situation. Je trouve que c'est une bonne chose parce que souvent, on a affaire à des personnes qui sont complètement désemparées. Lorsqu'il y a une mesure de placement, ils savent plus où ils en sont. Ils ont des trous de mémoire, ils pleurent beaucoup. Vraiment, il y a un désespoir qui s'installe. Il y a certains indiquent qu'ils veulent se suicider. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, ça crée un impact très fort. Donc, le fait qu'ils puissent être épaulés, peut-être par une association, c'est important à ce moment-là qu'il y ait un véritable encadrement, parce que c'est le regard que l'on porte sur ses parents, moi, qui me pose problème. C'est le regard que l'on porte dessus. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, on va se focaliser sur l'enfant, ce qui est très bien, sur l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il faut quand même voir aussi quels sont les dégâts de ces mesures de placement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour aider ces personnes-là? On ne met pas grand-chose en œuvre. Elles sont souvent laissées seules pour compte. Voilà. Et on ne se soucie pas trop de savoir ce qu'ils deviennent, en fait. On les voit à la prochaine audience et on délègue auprès de l'ASE. Pour compléter sur la dernière question que Luc a élevée, parce qu'effectivement, c'est des choses que j'ai entendues et qu'on m'interpelle là-dessus. Oui, tout à fait, puisque le budget est là. Le budget, il est existant puisqu'il est là. Ça demande d'être en capacité de travailler avec d'autres acteurs. Donc, ça veut dire et de travailler le public avec le privé. Ce qui était à un moment évoqué en termes politiques, ils se sont rendus compte que justement, pour avoir plus de moyens, il fallait intégrer le privé. Il faut absolument intégrer le privé et vraiment qu'il y a un travail qui est fait sur public et privé. On va prendre cet exemple précis sur ce qui est relevé dans cette question. Lorsqu'un enfant, ça demande un placement ou un placement est exécuté, l'accompagnement peut se faire avec le parent, parce que déjà d'une, ça évite la problématique qu'il soit placé, de faire une évaluation, une enquête après, qui ne va pas être dans les compétences de ceux qui vont la mener. Le budget, il est là. En termes de placement dans les familles d'accueil,
ça doit être dans les, je sais pas, j'ai plus le chiffre du placement en foyer qui est entre 5 et 7 000. Ça doit être aux alentours, voilà, je vais faire une fourchette large, 2 000 à 3 000 euros. Ces 2 000 à 3 000 euros peuvent être donnés aux parents. Puisque, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'il y a des placements parce que les parents sont en difficulté, sont en carence. Alors, pourquoi ils sont pas accompagnés? Si réellement le parent il est en difficulté, qu'il est en carence, moi, je veux qu'on me réponde. Je veux que l'État me réponde et je veux qu'on m'explique. Si on a affaire à des parents, parce que je le vois dans plein de dossiers, qu'est-ce que je vois? Carence éducative, carence. En plus, c'est pas nommé, parce que carence éducative, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. Oh, on peut mettre ce qu'on a envie. Donc, c'est constamment des mots comme ça et qui ne sont pas nommés, comme s'il y avait des mots qu'il fallait prendre et des mots très percutants, parce qu'on va le voir. Et Frédéric le disait très bien. Quand le juge va se retrouver avec un terme qui va être aliénation, donc il connaît pas la définition et qui va plus mettre en difficulté, en fin de compte, celui qui protège, hein, parce que celui qui protège n'est pas forcément un parent qui a été violenté. Celui qui protège est un père, est une mère, et ça conduit à l'exclusion. Donc, quand constamment on parle de carence, pourquoi les parents ne sont pas accompagnés? Je veux qu'on réponde à cette question. Là, il y a vraiment, pour moi, il y a un problème. Effectivement, c'est en termes d'accompagnement, la réponse doit être faite, c'est-à-dire que il doit y avoir un accompagnement parental et si les parents ont des comportements qui sont inadéquats, il faut peut-être travailler à les rectifier. Et pour les rectifier, leur dire déjà de manière précise ce qui ne va pas pour pouvoir les rectifier. Parce que comment savoir que quelque chose ne va pas si on ne dit pas exactement ce qui doit être rectifié? Je pense par exemple à cette maman que j'évoquais tout à l'heure. On lui reprochait la tenue de l'enfant dans ses bras. Bon, manifestement, ça n'avait pas convaincu les services de la protection maternelle et infantile. On lui reprochait de ne pas être canalisé au niveau du regard et de ne pas tenir correctement l'enfant dans une position adéquate. Mais ça, dans les premiers mois, après une grossesse à la maternité, la plupart des mamans sortent avec quelques exemples dans la manière de changer les enfants et également dans la tenue de l'enfant. Je pense que c'est quelque chose qui peut être... J'ai perdu, mince. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui, on l'a perdu. Ça arrive à mes petits Internet nous joue des tours. Mais pour continuer par rapport à ce que disait Frédéric, elle évoquait le cas d'une maman et qu'il lui était fait remarquer sa position par rapport à son enfant. Je pense qu'il est déjà compliqué pour une maman d'avoir une position quand elle est observée. D'être parent, d'être un papa et d'être une maman, c'est des choses qui se font naturellement. Il n'y a pas de lexique, il n'y a pas de notice. Et je pense que c'est les enfants qui apprennent aux parents de devenir parents. Donc, un parent qui est observé, je ne vois pas comment il peut être à l'aise. Donc, ça veut dire qu'on est contre nature. Et moi, ce que je propose, c'est que, étant donné que le budget est existant, tu es revenu, Frédéric, étant donné que le budget est là, puisque le budget est existant, c'est que lorsqu'on soulève des problématiques de carence, des problématiques d'accompagnement, des problématiques de défaillance du parent lors du placement, des problématiques qu'on a évoquées, c'est que ce placement qui va être fait ou dans un foyer ou dans une famille d'accueil et qui représente quand même un sacré budget, c'est qu'il soit reversé à la famille et que la famille soit accompagnée. Il y a des associations très bien. Je connais des présidents d'associations qui font le travail, des gens en libéral dans le secteur de la santé. Je veux dire, on manque pas de moyens. On a un pays, on manque pas de moyens. On a toutes les compétences. C'est que ce budget soit reversé à la famille et que la famille puisse être accompagnée. Là, on répond aux problématiques de carence ou de défaillance. Mince, elle est encore partie. Non, tout simplement la faire revenir, puisque je la vois, mais je la vois en flou. Elle est là, mais il faut que tu puisses valider. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà. Oui, alors je ne sais pas si tu as entendu Frédéric, mais ce que je proposais, je disais que ça fait aussi partie des propositions qu'on peut mener, puisque on l'évoquait sur ce qui est souvent mis en avant, la difficulté, les carences, les défaillances, qui a besoin d'un accompagnement. Le budget est existentiel, il existe le budget. C'est que ce budget soit dans l'accompagnement du parent. Donc ça veut dire que ce placement qui n'a pas lieu d'être dans la plupart du temps, puisque l'enfant n'est pas véritablement en danger, tel que la loi le définit. Je reste en termes juridiques, tel que la loi le définit. Réellement, quand on prend tous les dossiers, le danger n'est pas caractérisé.
Dans certains cas, ça demande certainement un accompagnement. On va dire que voilà, cet accompagnement peut être pris en charge, peut être accompagné par du privé. Il y a des associations qui font très bien leur travail. En libéral, il y a cette possibilité. Oui, Donc, en déléguant, tout à fait. voilà, ce budget l'accompagnement. injecté, ce budget qui va vers une famille d'accueil. Aujourd'hui, j'entends, on recrute des familles d'accueil, mais vous avez des familles biologiques que vous voulez vous faire des familles d'accueil. Donc, le budget qui est donné aux familles d'accueil, vous l'injectez aux parents qui, soi-disant, ont des carences et difficultés, et ils sont accompagnés par des personnes compétentes qui sont dans le privé, et le privé n'est pas incompatible avec le public. Bien au contraire, voilà, c'est ce qui fera l'avenir. Alors, moi, c'est juste, Morgane, moi, c'est sur la notion du privé pour les placements. Là, ça me pose problème. Sur l'accompagnement, recourir, effectivement, accompagnement hors placement, c'est-à-dire sur les mesures d'accompagnement alternatives ou mesures d'accompagnement tout court, là, il n'y a pas de difficulté. Mais introduire la logique de privatisation pour les placements, ça me pose problème parce que là, on obéit à une logique de rentabilité et à partir du moment où on place cette logique de rentabilité, il va falloir donc être plus productif, être plus rentable. Et à partir de là, on a une logique de recherche et de placement parce qu'il faut compléter les places. Là, ça me pose difficulté. Voilà. C'est pour ça que je pense que sur les placements, je dis attention. Attention sur cette logique de privatisation. Non, il ne s'agit pas de privatiser. C'est quand un enfant. Non, mais on a commencé à introduire du privé là-dessus, hein, sur les mesures de placement. Je ne parle pas de ce privé-là. Tout à l'heure, je parlais du cas que tu as évoqué sur voilà. La maman dont l'enfant a été pris. On lui dit qu'elle a besoin d'être accompagnée, qu'elle ne sait pas tenir un biberon, qu'elle ne sait pas tenir une tête. Je disais au moment où il y a eu la coupure, comment tu veux qu'un parent il soit à l'aise quand il est constamment observé? Oui. Bah, en plus, ça s'est joué à une seule fois, en fait, une seule rencontre. Donc, on lui a pas laissé la possibilité de rectifier. Mais le pire, c'est qu'on lui a pas dit tout de suite. On lui a dit simplement à l'audience. Alors, c'est encore pire parce qu'elle s'est sentie trahie dans sa confiance, la jeune maman. Elle s'est dit, bon, bah, on aurait pu me le dire. On aurait pu me montrer comment faire. J'aurais mieux fait, j'aurais rectifié. Donc, on voit bien là qu'il y avait ça a été allégué parce qu'on était dans une logique de placement. On savait déjà ce qu'on voulait faire, donc il fallait trouver des motifs. Et c'est ça qui est abusif pour moi. C'est le fait d'aller chercher des motifs qui sont inexistants ou pas suffisamment justifiés pour étayer une mesure. C'est là, c'est problématique. Parce que le regard qui est porté sur l'ASE, on va se dire forcément, le juge, il n'est pas sur le terrain. Il faut bien comprendre que le juge, lui, il est dans son bureau. Il a porte fermée dans son bureau, il se déplace pas au domicile du parent. Il fait confiance au service de l'aide sociale à l'enfance, qui sont censés être sérieux dans leur travail, qui sont censés apporter des faits réels, qui soient prouvés, démontrés, vérifiables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le juge a tendance à faire confiance au service de l'ASE. Mais on voit là, par exemple, dans ce cas-là, et comme dans beaucoup d'autres cas, c'est pas simplement ce cas-là, qu'on a été chercher des motifs. On les a créés, en fait, même les motifs, parce qu'on voulait placer. Donc, pour placer, il faut avoir on essaye d'échafauder un rapport qui tienne la route. Et pour qu'il tienne la route, on va essayer de trouver des éléments. Mais là, je dis, attends, on aurait pu effectivement travailler sur le côté pédagogique et accompagner. C'était tout à fait possible. Comme tu dis, tu as tout à fait raison. Vous pouvez recourir à une association, vous pouvez dire à cette maman, vous allez être accompagnée par une association et tout simplement lui laisser son enfant. Non, là, elle se trouve privée de son enfant qui a 3 mois. Donc, on est d'accord, c'est ce que je dis. Il ne s'agit pas de privatiser, il s'agit de pouvoir accompagner. Puisqu'on a affaire, ils l'expriment eux-mêmes, l'aide sociale à l'enfance expriment qu'ils sont en difficulté, qu'ils ont des dysfonctionnements, ils expriment leur souffrance. Il faut qu'il y ait du privé. Il ne s'agit pas de privatiser. Il s'agit que cet accompagnement puisse être mené et donné par d'autres acteurs qui ont les compétences. Voilà, c'est simplement la notion de privé-public dans ce sens-là, mais ça ne devient pas un contrat, il ne s'agit pas de privatiser. Il s'agit de dire, il y a des moyens, mais ces moyens, ce budget, il doit être mis là où il y a un besoin. Voilà, le placement n'est pas une finalité. Or, aujourd'hui, dès qu'un enfant est placé, l'enfant est abandonné, les parents sont abandonnés. Et c'est ce qui emmène à cette coupure de lien. Donc, c'est le regard que l'on porte aussi dessus. Le regard que l'on porte. Alors, si aujourd'hui, en termes politiques, un placement est égal, il y a un placement et plus personne n'existe, là, c'est problématique. Là, on est dans quelque chose qui est… Et notamment dans ces placements, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un non-respect des droits des parents, c'est-à-dire qu'on ne va pas les informer des examens médicaux, on prend des décisions finalement un peu dans leur dos, quoi. Ils se retrouvent, voilà, on ne va pas leur dire, par exemple, si l'enfant a été malade ou communiquer des informations qui peuvent être importantes aux parents. Tout ça parce que l'enfant est placé.
alors que le parent, il a toujours l'autorité parentale, hein, par nature. Donc l'enfant, le parent a toujours sa place. Donc comment on explique que les parents soient mis sur le banc de la touche. Donc ce regard-là qui est porté, cette façon de traiter les parents me pose problème. Voilà, il faudrait quand même ne pas les mettre à l'écart comme ça, parce que c'est très mal vécu. Puis les parents, forcément, se sentent exclus. Ils ont un sentiment d'exclusion très fort. C'est de rappeler justement les droits fondamentaux. Oui. Luc. Oui, c'est enfin un petit peu la synthèse. Si je vous suis, vous seriez. J'ai vu un petit peu les commentaires. Ce serait plus, disons, remettre en place un service public qui accompagne les parents plutôt que justement d'être dans cette situation où on se retrouve, où les familles se retrouvent en face de la justice et des services sociaux. Et en fin de compte, c'est tout le monde qui s'oppose. Et ce serait, et donc et quand on parlait de l'histoire de moyens tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin de plus de moyens, mais qu'ils soient mieux utilisés. Et vous avez parlé aussi d'une méthode pour les contrôler. Mais qui c'est qui pourrait contrôler tout ça? Une méthode externe, un contrôle externe. Les contrôles externes puissent se faire, puisque vous le voyez qu'il y a beaucoup de liens. On va le voir, ce qui pose problème et qui peut donner cette impression d'influence, c'est les décisions qui sont prises et puis tout ce qui va intervenir en termes, le lien judiciaire, en termes de préfecture. Vous avez le préfet. Il y a beaucoup de choses qui permettent qu'il n'y ait pas d'enjeu direct et qui permettent justement d'avoir des contrôles. Le contrôle, il ne faut pas qu'il soit en interne, ça n'a pas de sens. Un contrôle qui est en interne, ça n'a pas de sens. C'est comme la commission qui est mise aujourd'hui en place. La commission qui est mise en place, il n'y a que des députés. Il n'y a pas de gens externes. Il n'y a pas de personnes externes. C'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est démocratique, hein. Il me semblait qu'on était dans un pays démocratique. Voilà, même si elle est plus appliquée, on est dans un pays démocratique. Donc, les contrôles externes sont faits. Voilà, ça porte bien son nom, contrôle externe. Moi, je crois qu'on pourrait instituer dans chaque ressort de chaque tribunal, puisque c'est la compétence du tribunal judiciaire, le juge pour enfants, et non pas, après il y a la cour d'appel, mais c'est quand il y a l'appel, c'est d'instituer une commission qui serait mixte, où on pourrait mettre des parents à l'intérieur, mais alors pas les parents évidemment qui sont concernés, mais d'avoir des représentants de l'enfance, une représentation mixte, et de pouvoir que cette commission puisse porter un regard sur le fonctionnement, que ce soit judiciaire, et également sur le traitement donc de ces cas de placement, pour élaborer déjà des statistiques, voir s'il y a trop de placements d'une juridiction à une autre, par exemple, s'il y a trop de pratiques sur le placement. De voir également la durée des mesures, et puis également de faire des contrôles sur la qualité des rapports, ou de recueillir les doléances des parents qui se disent victimes de faux en écriture publique, tout simplement, de pouvoir recenser ces cas-là, ce qui permettrait, en exerçant ces contrôles, de recueillir la parole des parents et de préserver, tout simplement, de lutter dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier de vue dans tout ça, c'est que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Donc, avoir des rapports qui ne collent pas à la réalité, avoir des mesures qui se prolongent, voilà, c'est toujours la question qu'on doit observer, toujours ce qu'on doit rechercher. Quels sont les besoins de l'enfant et est-ce que ces besoins fondamentaux sont respectés, et surtout, est-ce que son intérêt supérieur est préservé? Voilà. Donc, c'est peut-être d'avoir ce contrôle, cette commission qui pourrait être départementale, et de voir dans chaque tribunal, à chaque fois, de pouvoir établir un tableau, des statistiques, de contrôler les pratiques, et puis d'évaluer. Alors, on peut effectivement avoir une évaluation en interne. Il y a aussi un corps d'inspection en interne qu'on n'évoque pas. Il faut oublier que l'ASE dépend du département, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'IGAS, l'inspection générale en matière d'action sociale, qui est à même aussi de pouvoir effectuer des contrôles. Donc, il faut voir aussi si cette commission ne pourrait pas avoir un moyen de signalement ou de saisine de l'IGAS en cas de difficulté signalée, c'est-à-dire si on dépasse, on a trop de placements sur la région, s'il y a trop de doléances de parents qui signalent effectivement des abus de pouvoir ou des abus dans la rédaction des rapports. Voilà, ça pourrait permettre une étude, une évaluation et de faire remonter les informations quand on a des pratiques qui ne sont pas conformes à ce qui est attendu aux règles professionnelles et déontologiques.
Oui, et de plus, étant donné qu'il y a une commission d'enquête qui est en cours, nous aurons des restitutions au fur et à mesure, puisqu'elle est censée respecter aussi un état des lieux. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de la commission qui pourront vraiment être un outil de travail pour nous dans les propositions. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe, mais je suis d'accord avec toi, c'est important de pouvoir entendre les personnes qui sont concernées et d'assurer toujours le pluridisciplinaire dans les commissions, de ne pas faire en sorte d'être replié sur un seul corps professionnel pour assurer une bonne représentativité de toutes les opinions et avoir une vision beaucoup plus large. C'est sûr. Si on n'a que des députés dans la commission, c'est vrai que c'est embêtant, quoi. C'est embêtant. J'allais dire l'aspect pluridisciplinaire et on parlait justement d'avoir dans les commissions des personnes qui n'ont aucun lien, aucun à des intérêts particuliers. Aussi, voilà, qu'il n'y a pas d'intérêt ou d'influence supposée, quoi. Et une remarque de Dina, est-ce qu'on intègre des victimes dans les commissions? Pourquoi pas? Pourquoi elles devraient être exclues en soi, puisque les victimes sont celles qui ont vécu la situation, donc qui sont le mieux à même de pouvoir en parler, de pouvoir restituer. Justement, c'est ce qu'on évoquait, et c'est dans ce sens-là où on disait qu'avec Frédéric, on souhaitait alerter la députée Santiago. Il y a une commission de vigilance qui est faite sur les enfants placés, et nous demandons une commission de vigilance pour les parents. Il y a des parents victimes. Puisque par conséquence, l'enfant est victime. Mais par conséquent, sur les placements aujourd'hui qu'on évoque, nous ne sommes pas dans des placements, les enfants l'expriment très bien. Il y a des placements où certains enfants vont vous dire que ça les a sauvés. Il y a des placements qui tuent, puisqu'il y a des enfants qui se suicident. Donc oui, c'est des choses à prendre en considération et à travailler vraiment de manière pluridisciplinaire, bien sûr. Et surtout, d'identifier lorsqu'il y a des dysfonctionnements, quand on voit qu'il y a de la maltraitance dans les foyers, voilà, qui est soit dénoncée par les parents qui vont effectuer un dépôt de plainte ou lorsqu'on constate ce genre de dysfonctionnement, il faut que ça remonte, il faut que ça puisse être analysé pour savoir quel foyer, quelle mesure administrative doit être mise en œuvre, s'il y a une enquête administrative qui doit être diligentée, est-ce qu'il y a des suites pénales qui doivent être apportées. Tout ça, il faut que ça soit porté à la connaissance. Il faut que le juge des enfants, il en ait connaissance, mais plus encore, il faut que ça sorte, faut que ça aille beaucoup plus haut pour pouvoir faire en sorte que si ces foyers sont dysfonctionnants, il faut les fermer. On ne peut pas maintenir un foyer où il y a des faits de viol qui sont commis, des abus sexuels qui sont commis, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Un foyer, normalement, doit assurer une prise en charge maximale. Doit être, ça doit fonctionner dans l'intérêt supérieur de l'enfant, sa santé, sa sécurité, sa moralité doit être respectée. Or, ce qu'on voit en pratique, et on le sait, moi en tout cas, ça me remonte, c'est que souvent, ils sont déscolarisés. Il y a des problèmes d'hygiène, notamment d'hygiène. Quand je pense d'hygiène, ce sont des poux. Les enfants ont des poux. Ou vous avez également des enfants dont l'hygiène n'est absolument pas respectée, donc pas de douche forcément, avec des problèmes de peau. Au-delà de tout ça, c'est un suivi médical qui peut être interrompu. Alors l'enfant, il a un suivi, puis tout d'un coup, il arrive, il est placé, on lui enlève tout son suivi. Tout le suivi médical qu'il avait, allez hop, il n'y a plus le suivi médical avec les médecins qui le suivaient. Alors des fois, on sait qu'il faut du temps pour avoir un rendez-vous. Ça va très bien pour les yeux, pour les dents. Des fois, il faut du temps. Donc du coup, le suivi médical qui est en place, il devient inexistant. Donc tout ça, dans la prise en charge, quand même, ça pose problème. Voilà, c'est quelle prise en charge? Est-ce que c'est nécessaire de tout enlever? Tout ce qui est en cours, on enlève tout. Voilà. Alors l'enfant peut être scolarisé dans une super école où il se sent bien et tout d'un coup on va le mettre dans une école où il va perdre tous ses repères, tous ses camarades de classe. Tout ça parce que l'ASE le prend en charge et le foyer le prend en charge. Donc est-ce que tout cela est bien nécessaire? Vous voyez, c'est quand même là dans le cadre de la prise en charge, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Donc moi je pense que de répertorier les foyers qui fonctionnent bien, qui assurent une prise en charge de qualité, et les foyers qui fonctionnent beaucoup moins bien, où il y a de la maltraitance, des dysfonctionnements, des dérives, c'est effectivement de pouvoir prendre des mesures administratives, mais également judiciaires, et surtout que ces foyers-là soient fermés s'il y a un très grave dysfonctionnement. Oui, c'est d'autant plus important parce que les contrôles qui sont faits en termes externes est vraiment de poser des commissions dans chaque département, puisqu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir en termes de chiffres et dysfonctionnement par région, même s'ils font une enquête qui est plutôt nationale. Ça préserve aussi bien le parent et l'enfant, puisque beaucoup de parents rencontrent la problématique où ce qu'ils vont observer, si c'est dénoncé par eux, automatiquement,
Voilà. C'est ce qui va être mis en place, c'est que puisque c'est le parent qui a la place d'être plutôt accompagnant, quand il va dénoncer des faits, il va en vivre quelque part des sanctions directes. Donc, ça permet de le préserver. Et non seulement de le préserver, mais cette vigilance va faire que les acteurs qui sont, ces acteurs dont on parle, que ce soit les éducateurs ou autres, et qui doivent faire des rapports, le feront avec beaucoup plus de vigilance. Les gens sont beaucoup plus vigilants quand ils savent qu'il y a un contrôle qui est fait, un contrôle qui est externe et un contrôle qui est vraiment fait de manière sur des résultats de sanctions, que ce soit administratif ou autre. Et ça préserve. Et qu'il y ait aussi une responsabilité, parce qu'en face de ça, s'il y a un rapport qui contient des affirmations qui sont inexactes et qui clairement portent préjudice tant aux parents qu'à l'enfant, il faut qu'il y ait des sanctions derrière. Il faut qu'il y ait de réelles sanctions. Enfin, il faut donner des suites administratives. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer en toute impunité à pouvoir alléguer, surtout vu la confiance qui est accordée par le système judiciaire. Parce qu'il y a un crédit qui est porté de facto, comme je disais tout à l'heure. À partir du moment où on a un rapport, il y a un lien de confiance qui est établi vis-à-vis du service. On confie, donc le juge confie, c'est d'accord, on fait confiance au service de facto. Donc, venir dire et remettre en cause cette confiance et dire, attends, il peut y avoir des problèmes dans la lecture du rapport, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément aisé en soi. Voilà. Et ça demande aussi une prise de conscience. Et ces contrôles lorsqu'il y a des dysfonctionnements. C'est-à-dire déjà que ça puisse être entendu et compris. Donc, à partir de là, si on arrive à comprendre que oui, il peut y avoir un dysfonctionnement, qu'on arrive à l'admettre, ça serait déjà un grand soulagement. Je crois qu'on a perdu Morgane. Non, je suis là. J'attendais si vous avez autre chose pour nous. Ouais. Je suis là. Si, j'ai un peu de mal à suivre les commentaires en fait, et on prétend, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et puis il y a beaucoup de questions et il y en a qui disent on n'a pas répondu à leurs questions. Alors on va essayer. C'était une question, pourquoi les avocats n'interviennent pas pour essayer d'empêcher les placements abusifs, si j'ai bien compris? Ah si, ils interviennent et je tiens à souligner même l'existence d'une association qui s'appelle Au Secours des enfants, qui mobilise près de 122 avocats, sauf erreur ou omission de ma part, qui est présidée, je crois, par Maître Verdier. Et cette association, justement, lutte contre les placements abusifs. Pas que contre les placements abusifs, mais voilà, c'est quand même son fer de lance. Donc oui, il y a des avocats qui sont fortement mobilisés et justement, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des résistances. On est confronté à des résistances et qu'on essaye de développer des stratégies, de mettre en œuvre des outils juridiques pour permettre de faire prendre conscience de la difficulté à laquelle les parents et l'enfant ou les enfants sont confrontés. Parce qu'on parle beaucoup des parents, mais il y a aussi tout le cas de l'enfant. Et notre liste défend les enfants, c'est aussi défendre les enfants proprement dit. Les enfants, faut savoir ils ont le droit aussi d'être défendus par un avocat. Et que cet avocat aussi doit pouvoir accéder au dossier, doit pouvoir restituer la parole de l'enfant. Cet avocat aussi, il doit pouvoir intervenir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc oui, il y a des organismes, des organisations d'avocats qui sont mobilisés sur le sujet. Et cette association-là, notamment, c'est pas la seule, elle est fortement mobilisée. Donc oui, ça existe. Alors, il y a une autre question. L'enregistrement d'un éducateur est-il recevable pour attester d'un mensonge? Qu'est-ce qui est recevable? Je ne sais pas, j'ai vu plusieurs fois cette question-là, où j'ai un peu de mal parce qu'on me dit on répond pas aux questions. Je comprends pas la question. Moi, si j'avais à répondre, je dirais pourquoi pas, quoi. Un éducateur qui signale un mauvais traitement, pourquoi il ne serait pas entendu? Ah, mais justement, c'est même leur devoir, c'est même le code de procédure pénale. Là, il parle d'un enregistrement. La question est si un enregistrement est recevable. C'est pas la même chose. Voilà. Ah, alors normalement. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, oui. C'est vrai qu'il y a une pratique qui est à l'heure actuelle que les parents, du coup, enregistrent. Pourquoi ils enregistrent? C'est simple, c'est parce qu'ils sont dans un rapport d'inégalité. Lorsqu'on se retrouve à bureau fermé dans le cadre d'une visite médiatisée avec un éducateur ou
ou un membre du service seul à seul, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le parent, pour lui, c'est difficile de pouvoir rapporter la preuve en présence de l'enfant. On est trois. Voilà. Comment fait-on? Comment fait-on lorsqu'il y a des remarques qui peuvent être acerbes ou qu'il y a un comportement qui n'est pas forcément adapté? Parce que du coup, forcé que dans le rapport, la parole de celui qui va rédiger le rapport, hein, donc l'éducateur spécialisé, qu'est-ce qui se passe? Sa parole va être crue de facto. Il n'y a pas forcément de confrontation. Donc, s'il n'y a pas forcément de confrontation, le parent, il fait comment? Alors, c'est vrai que du coup, ils ont tendance à enregistrer leur. Normalement, ne doivent pas le faire, mais c'est vrai qu'ils le font en pratique pour pouvoir démontrer que ce qui est dit peut être faux ou qu'il s'est passé tel ou tel événement tel jour, hein, et que ce qui est dit est faux. Voilà. Donc ça pose quand même question. Mais ça pose question aussi en termes de confiance. Parce que je me dis, quand on en vient à avoir à vouloir enregistrer ce qui se passe, c'est parce qu'on sait qu'on peut être mis en difficulté. Donc, ça veut dire qu'on ne se sent pas du tout en confiance. Donc là, il faudrait peut-être travailler sur la confiance avec les parents. Il faudrait peut-être instiller de la confiance. Et pour instiller de la confiance, il faut effectivement prétendre à des faits qui soient vrais, réels et vérifiables et vérifiés. Et je pense qu'à partir de là, quand il n'y a pas de contestation sur ce qui est la réalité de ce qui a pu se passer, que ça devient incontestable, je pense que les parents ne réagiraient pas comme ça. Bien, on approche les 2 heures. Je sais pas si il faudrait peut-être parler un petit peu de l'actualité parce qu'on n'a plus qu'une semaine et puis je vais relancer un petit peu l'appel. Il va falloir parler du fait qu'il faut télécharger le bulletin de la liste si on veut défendre les enfants et c'est le 9 juin. Et si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y. Est-ce que tu as pu, parce que tu disais qu'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Oui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, je préfère. Alors, il y a Gnarfi Blanc qui ressort l'article qui, normalement, devrait permettre aux avocats d'empêcher les placements abusifs. Mais il me semble qu'on a répondu, mais je ne sais pas, on l'a pas bien expliqué. Je ne sais pas, quelle est la question exactement, comment c'est formulé? Alors là, c'est formulé comme ça, je le mets à l'écran, et donc je ne sais pas. Article 514.1, s'il vous plaît, mais je ne le connais pas. Ah, c'est sur la suspension, je pense qu'il veut parler de la suspension de l'exécution provisoire à tous les coups. Alors le problème, c'est que oui, on a essayé quand il y a des mesures de placement, puisque les mesures de placement sont exécutoires de plein droit, ça veut dire que même si on fait appel, ça s'exécute, la mesure s'exécute. Et je pense que la personne en question qui pose la question, c'est pour savoir si on peut faire suspendre l'exécution provisoire. La difficulté, c'est que on peut le tenter, c'est jouable hein, juridiquement, on peut saisir effectivement le premier président de la cour d'appel compétente pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire, la suspension exécutoire de la mesure, pour gagner du temps et en attendant que ça puisse être rejugé. En pratique, hein, jusqu'à présent, c'est difficile à pouvoir obtenir des décisions qui soient favorables sur ce point-là. Mais ça peut être tenté. Ça peut être tenté juridiquement. Voilà, si vous avez une question que je n'ai pas vue, allez-y, écrivez-la. Je vous laisse 5 minutes. Ensuite, sachant qu'on est joignable aussi bien Frédéric et moi-même par notre compte Facebook. Donc, s'il y a une question… Oui, il y a besoin de se connecter, de prendre contact, ce sera avec plaisir que j'échangerai. Sur notamment la nature du programme, puisque moi, j'ai eu notamment des membres de cette association qui m'ont interpellée sur les termes qui avaient été utilisés dans le programme. Donc, j'ai essayé de clarifier effectivement notre programme et le sens dans lequel nous allions, notamment en termes d'inceste. C'est évident que nous parlons également d'inceste, nous parlons également des violences conjugales. C'est pas des sujets tabous pour nous, pas du tout. Donc voilà, on en parle. Et des violences, on parle. C'est important de préciser parce que j'ai expliqué qu'il y avait des sous-groupes et que tout n'était pas répertorié dans le programme. Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion sur les termes qui ont pu être utilisés. Voilà, je pense que notre détermination, elle est intacte. On est extrêmement motivés dans ce groupe. On est extrêmement volontaires et cette liste Défendre les enfants, à mon sens, c'est bienvenu pour lutter sur tous ces aspects. Le but étant de protéger l'enfant et de prendre en considération ses besoins notamment fondamentaux, c'est-à-dire les besoins primaires, mais également les besoins
d'être avec ses deux parents. C'est pas de lutter pour les parents dans l'intérêt des parents, c'est de lutter dans l'intérêt des familles. Et je rappellerai, moi, tout simplement, la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit, dans son préambule, convaincu que la famille est une unité fondamentale de la société en milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, en particulier les enfants. Voilà, moi j'aime beaucoup cette phrase. Voilà, convaincu que la famille est une unité fondamentale. Moi, c'est ça que la liste des défense des enfants. Pour moi, si j'ai vraiment j'ai souscrit à cette liste, c'est parce que je suis convaincue que la famille, c'est le dernier rempart contre le chaos et contre la crise en général que nous vivons, et que c'est une unité fondamentale qu'il convient de préserver, qu'il convient de défendre, et qu'il faut absolument pas dissoudre. Il faut préserver cette unité familiale à tout prix. On a les moyens de le faire, mais faut-il encore le vouloir? Donc, Luc, si c'est bon, après on peut nous joindre effectivement parce qu'on n'a pas pu évoquer, on a évoqué pas mal de propositions et de réformes, et puis on n'a pas pu tout évoquer là, mais on peut nous joindre effectivement directement sur nos comptes respectifs Facebook. Voilà, et ça rejoint la dernière question de l'émission. Que fera-t-on après le 9 juin? On continuera, en fin de compte, on continuera à défendre les enfants sous une autre forme parce qu'il n'y aura plus les européennes, mais on sera toujours là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tout à l'heure, à 21h, on fait un autre live. Alors, si vous avez, ce ne sera pas le même sujet, ce sera plus la protection des enfants dans le monde du numérique et aussi le thème des grands-parents. Et donc, on pourra encore répondre à de nouvelles questions. Mais là, on approche les 2 heures, donc on refera peut-être une autre émission, mais on va vous dire au revoir. Oui, juste un petit rappel, puisque je vois un petit message de Sam sous les yeux. Donc, je lis le message, un rappel qu'il y a possibilité aussi de rejoindre les groupes sur WhatsApp. Il y a différents groupes. Donc, pour ceux qui sont demandeurs de rejoindre les groupes, il y a des groupes avec des thématiques. Ils peuvent le faire en passant par le groupe et rejoindre les différents groupes par thématique. Oui, sur les thématiques, justement, parce que comme on est administrateur de ces thématiques, je vais en inviter certains. Donc, au revoir, à tout à l'heure. Merci. Merci à vous deux, au revoir à tous. Merci, bonne soirée.